Allez, c'est parti. Donc, pourquoi la PNL? Notre sommaire, celui-ci, et puis on va commencer. Alors, tout d'abord, je vais me présenter, donc qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Majid Tahri. Je suis le fondateur de l'Institut des métiers d'accompagnement, un organisme de formation que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Je me suis formé auprès de Paul Pironnet, institut qui porte le nom en fait de son fondateur Paul Pironnet, qui est un petit peu, j'aime bien dire, le Tiger Woods de la PNL en France. Je me suis formé auprès de lui à Paris et à Lyon. Et aujourd'hui, je collabore avec lui dans le cadre de ses programmes, dans le cadre de ses formations. J'ai d'abord commencé à former chez lui avant de commencer justement à former et à apporter la PNL au Maroc. Et je suis également coach professionnel certifié. Je me suis formé à l'école de coaching francophone de Lionel Calderini, qui est une école de coaching basée à Lyon. Et je suis membre de l'EMCC, qui est l'équivalent de l'ICF, mais côté européen, qui est une fédération de coachs sur tout le continent européen et avec un développement et une antenne au Maroc. Et je suis passionné par le développement humain et l'éducation. En fait, je suis tombé dans la marmite de l'éducation et de la formation assez jeune. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. J'ai commencé par coacher des étudiants en classe préparatoire pour les concours d'entrée en école de commerce. Et puis, j'ai tellement adoré, je me suis tellement amusé, j'ai tellement pris du plaisir à le faire et surtout, j'ai pu avoir des résultats avec mes étudiants que j'ai décidé d'en faire un métier. Et par la suite, j'ai continué à former en école de commerce, en prépa, dans des instituts de formation, principalement en France et de plus en plus aujourd'hui au Maroc. Et je prends vraiment du plaisir à accompagner les gens à atteindre leurs objectifs parce qu'à travers l'atteinte de leurs objectifs, je réalise moi-même les miens et c'est comme ça qu'on progresse tout ensemble. C'est un petit peu ce que je trouve de magnifique dans le développement personnel et dans l'accompagnement, c'est que c'est co-constructif et le succès des uns permettent le succès de l'ensemble en fait. Et comme on est tous dans une dynamique de progrès, bah, ça permet justement de tous se développer. En tout cas, moi, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je prends du plaisir à chaque fois que je fais un webinaire. J'espère que vous en prendrez également. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de questions bêtes. J'aime à dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des questions intelligentes, que des questions qui permettent à l'ensemble de progresser. Et le but, c'est de grandir ensemble. Vous allez probablement poser une question qui va m'amener à réfléchir, que d'autres personnes dans le groupe auxquelles ils ont également pensé et qui peuvent les intéresser, ou des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Étant donné qu'une personne ou l'autre l'a posé, bah justement, ça permet à l'ensemble de pouvoir grandir. Donc vraiment, n'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question. On est en petit comité, on est 4 personnes, 5 personnes ce soir. Profitons-en. Profitons-en justement pour aller approfondir le sujet autant que vous le souhaitez. Donc, marhaba bikoum encore une fois. L'Institut des métiers d'accompagnement, l'IMAC, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un organisme de formation professionnelle. Nous sommes en train de nous développer au Maroc. On est spécialisé dans les relations humaines, la communication et le développement professionnel, justement parce qu'on travaille énormément sur les soft skills pour accompagner les entreprises et les individus à se développer, à développer leurs compétences pour apporter un maximum de valeur et avoir un maximum d'impact auprès de leurs clients, de leurs équipes, de leur management. On se base principalement sur la PNL, la programmation neurolinguistique, ce que l'on va voir ce soir, le coaching, mais également le mentorat. Donc, coacher, c'est justement accompagner quelqu'un avec un objectif d'un point A à un point B. Et le mentorat, c'est le fait d'avoir effectivement une posture supérieure puisqu'on mentore quelqu'un et puis on l'amène à grandir en lui donnant des conseils avec ce que nous avons partagé. Donc, la PNL est en soi une approche. Le coaching, c'est vraiment une pratique qui permet d'accompagner quelqu'un à atteindre ses objectifs, mais sans forcément apporter des conseils, puisque dans le coaching, il y a justement cette notion que l'individu a les ressources en lui et on lui pose les bonnes questions pour qu'il puisse mettre en œuvre les actions et atteindre ses objectifs. Et enfin, le mentorat, c'est justement le fait de mentorer quelqu'un. J'ai moi-même un mentor, je suis également le mentor de personnes beaucoup plus jeunes que moi, mais également plus âgées que moi, puisque je les accompagne. Et le but, en fait, c'est de former, de coacher, d'accompagner, pour que chacun puisse révéler son plein potentiel. Il faut savoir que nous avons tous un potentiel illimité, mais qui est bridé par l'éducation, par le savoir, par l'environnement, par la société, par différents éléments autour de nous, qui fait qu'on est obligé de nous adapter. Et cette adaptation que nous avons, qui se transforme très souvent en suradaptation, voire en croyance limitante, en fait, nous empêche de nous réaliser. Et c'est justement tout l'intérêt de l'Institut, c'est de faire prendre conscience aux gens de ces barrières et de ces croyances limitantes qui les empêchent en fait, de se développer complètement pour justement libérer leur potentiel et atteindre leurs objectifs. Et j'aime bien à dire, c'est créer une dynamique chez soi et chez les autres. Il faut savoir que lorsqu'on se donne le droit de nous développer
d'aller de l'avant, de nous réaliser, et bien en fait, inconsciemment, on donne le droit aux autres de le faire. Pourquoi? Parce qu'on devient une sorte de référence, un référentiel par rapport à notre entourage, puisque moi, j'y suis arrivé, et ben, j'inspire les autres à y arriver également. Et de la même manière, puisque moi-même, j'ai vu des personnes y arriver, que je me suis donné le droit aussi de réussir sur certains domaines où j'avais aussi des croyances limitantes. Et c'est le principe, vraiment le principe du mentorat, le principe de la modélisation qu'on va voir un petit peu plus loin, qui est un des principes de la PNL, mais c'est vraiment le fait de permettre à chacun, à tout à chacun, de se développer, de libérer son potentiel. Et ça, on peut le faire justement en développant et en libérant notre propre potentiel pour pouvoir aider les autres. Et c'est le but de l'Institut. C'est vraiment la mission que nous nous sommes donnée. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est la programmation neurolinguistique. Alors, la programmation neurolinguistique, la première fois qu'on entend ce mot, c'est un petit peu barbare, un petit peu trop, paraître un peu compliqué. Mais la réalité, c'est qu'il est très simple, puisqu'il est décomposé effectivement des trois initiales. P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. En fait, quand on parle de programmation, la notion de programmation, on peut l'apparenter à de l'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes nés, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions même pas enfants, mais bébés, embryons, et nous sommes nés avec un cerveau, mais avec lequel nous n'avions pas ni le mode d'emploi, et c'était un cerveau qui était vierge. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore d'information, pas encore d'apprentissage. Et puis, on a appris plein de choses au cours de notre vie. On a appris avec l'éducation de nos parents, on a appris avec nos interactions avec la société, on a appris de nos propres expériences. Et donc, tout ça, ça forge notre propre apprentissage. C'est comme si on avait en fait un téléphone neuf dans lequel on installait des applications. Et c'est pour ça qu'on dit programmation, puisque notre cerveau, en fait, on le programme à l'image d'un ordinateur avec tous les logiciels que l'environnement a pu nous mettre dans la tête. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que par exemple, si je tends la main à quelqu'un, si je lui tends la main, bah, la personne va me serrer la main. Pourquoi? Parce que inconsciemment dans sa tête, il y a effectivement la notion d'apprentissage que lorsque quelqu'un te tend la main, tu lui tends la main également pour lui dire bonjour. Et on n'a même pas besoin de réfléchir pour le faire. C'est un apprentissage, c'est un automatisme qui est complètement ancré dans notre tête. Bah, exactement comme pour serrer la main, on a une multitude d'apprentissages, de programmes installés dans notre cerveau, qui ont été installés de par notre éducation, notre environnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour justement réagir et interagir avec le monde. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si on devait réfléchir à toutes les actions que nous mettions en place, bah, on serait fatigué en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mécanismes internes qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on ne maîtrise pas consciemment, mais qu'on maîtrise inconsciemment. Un autre exemple que j'aime bien donner pour clarifier un petit peu cette notion d'apprentissage, c'est la conduite. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous prenez le volant, est-ce que vous réfléchissez à passer la première, la seconde, la troisième, etc. Non, ça devient un automatisme. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage que vous avez développé et qui est complètement ancré. On va revenir un petit peu plus dessus tout à l'heure. Et donc, justement, c'est justement ces apprentissages-là qui font qu'on réagit et on interagit à longueur de journée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des apprentissages qui nous servent et des apprentissages qui nous desservent. Par exemple, certains, quand ils stressent, ils se mettent à se ronger les ongles. C'est effectivement pas la meilleure manière de se déstresser, mais parfois, ils ne réalisent même pas qu'ils se rongent les ongles. C'est tellement un automatisme chez eux qu'ils n'ont même pas la capacité de le réaliser. Et donc, tout l'intérêt de la PNL, c'est justement d'aller identifier ces apprentissages, ces logiciels qui sont installés dans notre tête pour justement venir les transformer, venir les faire progresser pour renforcer des apprentissages qui nous servent et surtout se déprogrammer des apprentissages qui nous desservent et en reprogrammer de nouveau. Donc, c'est vraiment ça la notion de PNL, de P, de programmation. C'est exactement à l'image de la programmation d'un ordinateur. Neuro, parce qu'en fait, tout passe par le cerveau. Toutes nos décisions passent par le cerveau. C'est au niveau limbique que les choses se font et qu'on peut venir aujourd'hui les transformer à travers de nouvelles connexions neuronales. Linguistique, parce que c'est le langage. En fait, linguistique, tout ce que l'on dit, les mots que l'on emploie, sont le reflet de notre état interne, de nos sentiments intérieurs. Et donc, justement, on peut comprendre comment est-ce que quelqu'un vit les choses, même s'il cherche à ne pas le démontrer, en étant attentif et à l'écoute du vocabulaire, du langage, de l'intonation qu'il emploie, mais également du langage verbal et le non-verbal, comme le langage corporel, la position des yeux, le regard, etc., on peut venir déceler et comprendre certains mécanismes. Et c'est en ça, en fait, que la PNL est intéressante, c'est parce qu'elle permet de comprendre les programmations, les apprentissages que chacun a développés en prenant le temps de l'observer. Donc, si on doit faire un résumé en fait, de la PNL aujourd'hui, elle repose sur différents principes. Le premier, qui est celui de la modélisation.
dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'analyse et la reproduction de l'excellence humaine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend des personnes qui réussissent, elles ont très souvent les mêmes programmes préinstallés ou les mêmes programmes, euh, les principaux programmes de réussite qui sont installés. Alors effectivement, il y a différents types de réussite, mais on retrouve quand même des traits communs, comme le fait de ne pas lâcher prise, comme le fait d'aller jusqu'au bout des choses, comme le fait de, même si je me reçois des noms, eh ben, je continue d'avancer, alors que certains, dès qu'ils se prennent un nom, ben, leur définition du nom, c'est que je dois abandonner. Et d'autres, pas du tout. Quand ils ont un nom, ils continuent de pousser. Lorsque je ne peux pas passer par la porte, ben, je vais passer par la fenêtre. Et c'est justement ce genre de mécanisme qu'ils peuvent avoir. On l'a aussi énormément avec l'argent, le rapport à l'argent par rapport à cela. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui n'arrivent pas à s'enrichir ou qui n'arrivent pas à développer un patrimoine. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont une sorte de programmation qui est liée soit à des traumas internes, soit à des façons de voir les choses, qui est tout l'argent que je gagne, je le dépense. Et d'autres qui gagnent beaucoup moins et qui y arrivent. On dit que c'est à travers les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qui permettent justement de s'enrichir, si je prends la dimension de l'argent, en mettant de côté petit à petit, en faisant des investissements, en ayant une sorte d'intelligence financière. Et ça, c'est une programmation. Et pourquoi est-ce qu'on parle de reproduction de l'excellence humaine? C'est parce qu'en PNL, on considère que si quelqu'un a réussi dans le domaine dans lequel il est, et que moi, c'est un domaine qui m'inspire, ou en tout cas que j'ai envie de réussir, si je le modélise, si je vais chercher quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères qu'il a, quels sont ses modes de fonctionnement, quels sont ses mécanismes, quelles sont ses programmations, et que je prends le temps de les analyser et de les modéliser, et ben, en les reproduisant, j'obtiendrai le même résultat. Et c'est ça un principe de la PNL, c'est que quand j'ai un échec, quand j'ai un projet et qui ne marche pas, je ne remets pas en question ma personne, mais je remets en question et je vais aller travailler sur les actions et les comportements que j'ai mis en place justement pour atteindre l'objectif que je voulais et pour lequel ça n'a pas marché. Et c'est pareil prenons le cas des études académiques. Les bons élèves ont très souvent à 80%, 90%, les mêmes méthodes de travail, les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de faire. Et en fait, il faut juste analyser et reproduire cette excellence que les personnes ont. Et c'est vraiment un des principes de la PNL. L'autre principe, c'est méthode d'apprentissage et de changement de comportement. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que étant donné que j'ai appris et que je me comporte d'une certaine manière, si je change ma méthode de faire, ben, je change mon comportement et donc je change mon résultat. Et donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais aller identifier les comportements qui me desservent, je vais aller les transformer justement pour pouvoir changer de comportement, changer de vision des choses et justement avoir des comportements qui vont me servir et qui vont mener à un résultat. La PNL, c'est aussi l'analyse de nos modes de pensée qui influent sur nos comportements. En fait, ce qui se passe à travers les différents protocoles que l'on fait, c'est qu'on va aller parfois chercher, à travers certains protocoles, des expériences dans le passé, mais jusqu'à l'enfance, jusqu'à 2, 3, 4 ans, l'âge de 2, 3 à 4 ans, pour aller voir exactement comment est-ce qu'on pense les choses, comment est-ce qu'on réfléchit les choses et quels sont les comportements que j'ai à l'égard de ces événements. Je vous donne un exemple. Il y a des gens pour qui sont très pessimistes, c'est-à-dire que la moindre mauvaise nouvelle vient justement les brider et ils n'agissent plus. Et d'autres, en fait, quand il y a une mauvaise nouvelle, eh ben, ils se disent, tiens, il y a une opportunité et je vais y aller. Prenons le cas, j'aime bien prendre le cas du Covid, la période que nous venons de passer, et qui est clairement un exemple concret et explicite. Quand il y a eu le Covid et qu'ils ont décidé de mettre en place le confinement, ben, il y a des personnes qui se sont dit, oh là là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je risque de perdre mon boulot. Ce que je fais, c'est que je vais me recroqueviller sur moi-même. Je vais attendre que ça passe et je vais tout faire pour justement éviter de perdre mon job et de me retrouver en difficulté. Alors que d'autres personnes, quand ils ont vu le confinement, ils se sont dit, ah bah tiens, c'est génial, il y a une crise, c'est qu'il va y avoir des besoins. Où est-ce que je peux me développer? Quelle activité est-ce que je peux lancer? Il y en a qui se sont lancés dans la distribution de masques, dans la distribution de gel hydroalcoolique. Certains se sont lancés dans la livraison de repas. Peu importe. Mais il y a plein de nouveaux business qui se sont lancés justement dans la période du Covid parce que c'était des opportunités. Et vous voyez qu'en fait, on a le même événement. Tout le monde a vécu le Covid de la même manière. Certains se sont dit, oh là là, c'est la crise, il faut vraiment que je fasse attention, je me recroqueville sur moi-même et je fais gaffe à ne pas perdre mon emploi, à ne pas perdre ma situation. Et d'autres se sont dit, bah, c'est génial, il y a une crise, il y a de nouvelles opportunités et je vais aller chercher. Comment me développer? Et en fait, c'est tout simplement des modes de pensée différentes. L'événement est le même pour tous, c'est la relation que nous avons avec l'événement qui est différente. Et cette relation que nous avons avec l'événement qui nous arrive à l'extérieur
il est basé sur quoi? Il est basé sur le mode de pensée qui, elle, influence nos comportements. Et donc, le tout, c'est d'aller prendre conscience de nos modes de pensée et de justement les transformer ou bien les renforcer, les consolider pour atteindre la vie qui nous inspire et comprendre comment est-ce qu'on marche pour justement nous développer. Et enfin, la PNL, c'est aussi l'amélioration des relations. L'amélioration des relations, pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on commence à comprendre à travers la PNL, et moi, c'est une chose qui m'a complètement transformé, c'est que la réalité n'existe que dans les yeux de celui qui la regarde. C'est-à-dire que si moi, j'ai un point de vue et je pense avoir raison, c'est OK, mais j'ai raison sur la base des critères que je me suis fixés et que j'ai identifiés. Mais que demain, une personne en face peut aussi avoir une vision de la même situation, mais qui est complètement différente que la mienne, et elle aura raison aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a ses propres critères. Parce qu'elle a ses propres critères. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple si on prend le cas de la confiance. Regardez, deux personnes, et c'est en son, en fait, l'exemple que je vais vous donner va clairement illustrer parfaitement cette notion de meilleure relation avec soi, avec les autres. Prenons le cas de la confiance entre deux personnes. Imaginons un couple, un homme et une femme, pour qui la valeur confiance, le fait d'avoir confiance en l'un et l'autre est hyper importante. Eh bien, écoutez, par exemple, pour l'homme, il peut dire, bah, écoute, étant donné que nous avons confiance, on peut tout partager. Je te montre mon téléphone, tu me montres ton téléphone, je te montre mes relations, tu me montres les tiennes, etc. Et on partage tout et on met tout à nu pour justement, puisque étant donné que nous avons confiance, nous n'avons strictement rien à cacher, et bien à ce moment-là, soyons totalement transparents sur la totalité des choses et faisons-nous confiance. Très bien. Ça, c'est une définition justement qui est de la confiance. Bah, écoute, ouais, effectivement, si j'ai confiance en toi, eh ben, je peux te partager mon téléphone, mon ordinateur, mes affaires, parce que je suis totalement en confiance avec toi et je n'ai peur de rien. Ça, c'est un point de vue et qui est valable et qui est réel. Maintenant, on peut aussi partir du principe que la femme en face, elle peut dire, bah, OK, très bien. Maintenant, pour moi, c'est un petit peu différent. Étant donné que j'ai confiance en toi, eh ben, je n'ai pas besoin d'avoir entre mes mains ton téléphone, ton ordinateur, etc. Et tu n'as pas besoin d'avoir entre tes mains mon téléphone et mon ordinateur, etc. Puisque la confiance est là. Et donc, vous voyez en fait que pour un même événement, pour une même valeur, qui est la valeur de la confiance, le critère que nous lui attribuons est différent. Et pourtant, les deux ont raison, de leur point de vue. Pour l'un, avoir confiance, bah, c'est tout ouvrir. Et pour l'autre, avoir confiance, bah, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir, puisque justement, nous avons confiance. En fait, ils partagent une valeur identique, ils ont des critères différents, mais les deux ont raison par rapport à leur façon de voir et de définir ce que c'est que la confiance. Et quand on comprend un petit peu ces mécanismes, qu'on arrive à déceler par un travail au quotidien, on arrive à voir justement que bah, si moi j'ai ma réalité et pour laquelle je suis pleinement convaincu et pour moi elle est vraiment absolument vraie cette réalité, la personne en face, elle peut avoir une réalité qui est différente. Et donc au lieu d'être dans le oui, non, dans le fait de l'incriminer, d'être d'accord, d'être pas d'accord, en fait ce que ça m'amène à faire la PNL, c'est à avoir de l'empathie, à poser les bonnes questions justement à la personne en face. Et ça, on l'apprend justement en formation de PNL, poser les bonnes questions, pouvoir me mettre à la place de l'autre pour justement comprendre sa façon de voir les choses et ainsi faire avancer la situation, faire avancer la relation et pas être dans un rapport de force. Et c'est en ça en fait que la PNL permet l'amélioration, enfin permet d'améliorer ces relations en comprenant ce que les uns et les autres peuvent vivre par rapport aux différentes situations de la vie courante. Alors les amis, jusque-là je parle, vos micros sont coupés, mais si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas encore une fois. Alors je ne vous vois pas puisque je suis en partage d'écran, mais si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas voilà, à réactiver votre micro et à me la poser directement. Ensuite, maintenant on va voir qui sont les créateurs de la PNL. Là, alors, les créateurs de la PNL, ça a été créé dans les années 70, en 1972 ou en 1973 très exactement, par deux Américains que vous voyez ici, John Grinder et Richard Bandler, qui sont un linguiste et un informaticien, qui travaillaient dans une université et qui ont décidé de s'associer justement pour pouvoir travailler dans un premier temps sur les comportements d'excellence dont je vous parlais tout à l'heure, aller analyser que faisaient les personnes qui étaient en pleine réussite, les sportifs, les hommes d'affaires, les acteurs, les artistes, etc. Quels étaient les comportements, les choses qu'ils mettaient en place pour pouvoir atteindre le résultat qu'ils avaient. Et ils ont modélisé tout ça en créant la PNL. Il faut savoir aussi que la PNL est inspirée énormément d'autres pratiques, d'autres courants, comme l'analyse transactionnelle, comme la thérapie familiale, comme beaucoup d'autres pratiques. En fait, ils ont pris le meilleur de chacune des pratiques. Ils ont également fait de la recherche
pour justement créer la PNL, cette programmation neurolinguistique qui permet de comprendre les comportements et les agissements de chacun. Maintenant, les objectifs de la PNL peuvent être nombreux. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des principes, des fondamentaux de la PNL, des fondamentaux, un des principes que la PNL permet d'atteindre. Maintenant, on va aller un petit peu plus profondément, on va aller creuser. En fait, la PNL, le premier point, c'est qu'elle permet d'enrichir sa vision du monde et être flexible. C'était un petit peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport au couple sur le critère de confiance. Mais c'est surtout, en fait, que quand on apprend et quand on comprend surtout que la réalité peut être multiple, par exemple, la réaction, on peut prendre la réaction de l'Occident face au Covid, la réaction de la Chine face au Covid, en fait, ça permet d'enrichir sa vision du monde, d'élargir et de se dire, OK, si je suis en train de vivre une situation telle qu'elle est, et que je ne vois pas de solution, par exemple, je peux faire appel justement à un coach en PNL qui va venir me poser les bonnes questions pour élargir ma vision du monde et aller explorer des chemins que je ne connais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos comportements sont basés sur nos référentiels. Tous nos modes de pensée sont basés sur nos référentiels. Et en fait, on a des références internes par rapport à ce que nous avons vécu. Mais comme on n'a pas vécu une infinité de choses, une multitude de choses, en fait, la PNL nous amène à apprendre à reconsidérer son point de vue pour justement aller explorer d'autres pistes de progrès. La PNL aussi permet de déterminer une direction de vie. Pourquoi? Parce qu'on fait un gros travail, et on va le voir un petit peu plus tard, sur les valeurs, sur qu'est-ce qui me motive. J'apprends à me connaître en fait, et en apprenant à me connaître, je peux mettre en place un projet qui me permettra d'avancer. Et je ne suis plus là à suivre un chemin parce qu'il m'a été proposé ou parce qu'il m'a été imposé par ma famille, par la société, parce que c'est bien vu de faire tel métier ou tel métier, mais bien au contraire, je fais un choix en pleine conscience parce que j'ai appris à me connaître grâce à la PNL. Et ça va justement avec le troisième objectif, définir de manière plus efficace des objectifs de vie en fait. C'est-à-dire que je me donne une direction mais avec un objectif au bout. Et cet objectif que je positionne, en fait, je l'ai positionné tout simplement parce que je sais qui je suis, je sais quel objectif je veux atteindre et j'arrive à visualiser l'objectif atteint, l'objectif que je veux avoir. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le cerveau ne peut construire et ne peut faire que des choses qu'il connaît. C'est-à-dire que si jamais vous êtes fixé un objectif mais que vous ne le visualisez pas, c'est-à-dire que vous ne le vivez pas réellement, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Tout simplement pourquoi? Parce que le cerveau ne sait aller que vers ce qu'il connaît. Et parfois, même si vous ne l'avez pas réellement vécu, et ça on le fait énormément en PNL, c'est le fait de se projeter, de visualiser dans le détail la vie que j'ai envie d'atteindre, à tous les niveaux, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, même lors d'une préparation à une prise de parole en public, un discours que nous allons avoir, si vous êtes dans une approche, par exemple, où je ne fais que réviser mon texte, mais que je ne travaille pas sur la visualisation de moi-même en train justement de faire ma prise de parole en public, eh ben, j'aurai beaucoup plus de mal. Alors que si je prends le temps, évidemment, d'apprendre mon texte, de le connaître, mais aussi de travailler, de faire une préparation mentale sur ma capacité à pouvoir délivrer ce discours-là, à travers des protocoles que l'on voit justement en formation, eh ben, je serai beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Parce que mon cerveau, en fait, il aura déjà fait un travail au préalable d'aller identifier les comportements, les attitudes que je dois avoir pour justement cette prise de parole en public et pouvoir apporter de la valeur à mon auditoire. Et en réalité, tout simplement, c'est le principe de l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on prend des gens qui sont expérimentés ou qui ont fait des choses? Parce que lorsque vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand vous avez fait une chose 10 fois, ben vous êtes meilleur au bout de la 10e fois que quand vous l'avez fait 3 fois. Et moi, j'irai même plus loin. Quand vous le faites une deuxième fois, ben vous avez un gap de progrès incroyable par rapport à la fois où vous l'avez fait une première fois. Tout simplement parce que votre cerveau, étant donné qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà intégré, il l'a déjà visualisé, il est habitué, il a vécu la chose, l'expérience, et bien en fait, la deuxième fois, il va aller progresser, rajouter des éléments complémentaires pour améliorer cette expérience. Et c'est justement ça, c'est en ça en fait que la PNL permet d'avoir des objectifs de vie qui soient clairs parce que je prends le temps justement de les comprendre, de les poser, de les identifier et surtout de les vivre en amont, même s'ils ne sont pas réels, mais rien que de manière imaginaire, puisque le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et le fictif. Le fait de visualiser, même de manière fictive, le résultat que je veux atteindre, eh ben, je facilite grandement le travail de mon cerveau. Et ça, en fait, il y a des méthodes, il y a des protocoles que l'on met en place, que l'on apprend et que l'on décortique justement pour pouvoir avoir ce principe de visualisation qui, par la suite, nous permet d'être beaucoup plus performants.
La PNL nous permet de reproduire des stratégies d'excellence pour gagner en performance. Justement, c'est un des protocoles, le Stratex, stratégie d'excellence, dans lequel on prend des domaines de vie et on va décomposer ça en objectifs et en actions concrètes à mettre en place avec chacune, qu'est-ce qu'elle va me servir et comment est-ce qu'elle va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. La PNL aussi, elle développe une sorte d'état d'esprit, un mindset. Moi, j'aime bien dire que la PNL, au-delà d'être aussi une pratique, une approche, c'est aussi une philosophie de vie. Parce que ça, c'est vraiment une chose sur moi à laquelle j'ai vraiment progressé. Tout à l'heure, je vous ferai part sur une slide des progrès que j'ai moi-même réalisés grâce à la PNL. C'est qu'en fait, la PNL, elle est plus focalisée sur les solutions que sur les raisons. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, quand j'ai un événement qui m'arrive, une difficulté quelconque, au lieu de me dire pourquoi est-ce que ça m'arrive et de me lamenter sur mon sort et aller chercher une explication quelconque, ben en fait, je me mets dans une posture où je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour me sortir de la situation? Donc, l'événement est le même, mais soit je me dis pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, le passé, etc. Ou bien je me mets dans une posture où, OK, l'événement est là, la difficulté, elle est là, le challenge, il est là. Maintenant, comment est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, avec les ressources dont je dispose au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour mettre en place les bonnes actions qui vont me permettre de progresser? Et c'est en ça que la PNL est aussi une philosophie de vie. C'est parce qu'on n'est plus focalisé sur le pourquoi, mais on se focalise sur le comment. On est tout le temps dans un mode d'action où comment est-ce que je peux faire pour me développer? Comment est-ce que je peux faire pour progresser? Comment est-ce que je peux faire pour avancer? Et pas de me dire pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je ne peux pas, pourquoi j'y arrive pas, etc., etc. La PNL permet aussi de mieux gérer ses émotions, puisque étant donné qu'on commence à comprendre ses comportements, on commence à comprendre ses actions, on commence à comprendre ses valeurs, et on commence justement à appréhender et à identifier ses émotions. En fait, le fait de pouvoir les comprendre, ça me permet de mieux les gérer et de me dire, OK, si j'ai par exemple une émotion de colère à un moment donné, c'est qu'en réalité, il y a une de mes valeurs qui n'est pas nourrie ou qui n'est pas respectée. Et ben et ça on le voit à travers des protocoles que l'on fait en PNL, lorsque j'ai un excès de colère dans une situation X ou Y, au lieu justement de me laisser emporter par ma colère, je vais aller identifier la valeur qui n'est pas respectée ou la valeur qui n'est pas nourrie à ce moment-là et justement me dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour nourrir cette valeur? Ou comment est-ce que je peux transformer mon comportement, l'attitude que j'ai là maintenant pour justement être dans une dynamique de progrès et de croissance. Et enfin, mieux communiquer et améliorer ses relations, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça permet de mieux communiquer parce qu'on le voit justement avec tout un module sur la communication avec les uns et les autres. C'est que comment est-ce que je peux passer d'un nœud relationnel, c'est-à-dire d'une situation de conflit, à une boucle relationnelle où justement j'amène la personne à venir vers moi, à ne plus être dans un rapport de confrontation, mais plus un rapport de co-construction ou un rapport de collaboration. Et ça, la PNL m'apprend comment est-ce que je peux identifier, comment est-ce que je peux améliorer ma communication, justement pour défaire ces nœuds relationnels. Maintenant, alors les amis, encore une fois, hein, je passe slide par slide. Sincèrement, n'hésitez pas à me poser la moindre question, à activer votre micro. Je pars du principe que si vous ne me posez pas de questions, c'est que c'est OK. Et encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Sincèrement, si jamais vous avez une remarque, si jamais également vous avez envie de partager une expérience de vie, une situation que vous avez vécue, qui vous est venue en tête par rapport à ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à prendre la parole et à m'interrompre. Et d'ailleurs, bah, tiens, je vais vous relancer rapidement. Alors, tac, tac, tac. OK, super. Alors, si Mohamed Filali Chad, tu as des questions ou pas? Alors, je crois que son micro est coupé. Docteur Charadji, est-ce que vous avez des questions? Monsieur El Messari. Cher ami, c'est clair. Vraiment, c'est très agréable de suivre ta présentation, ta excellente présentation. Moi, je trouve que c'est clair. Est-ce que, une petite remarque, est-ce qu'à fur et à mesure, est-ce que, tabarakallah alik, vous avez une expérience inouïe dans ce domaine? Est-ce qu'on peut avoir des exemples ou des success stories? Oui, bien sûr, bien sûr. Un peu pour illustrer là-dessus. Soit maintenant, soit, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà prévu, des exemples qui illustrent un peu cette approche, bien sûr. Magnifique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui. Merci, Dr. Chadji, pour la remarque. Effectivement, il y a une slide justement après où je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu à travers mon vécu, mais aussi mes clients, sur ce que la PNL m'a permis justement de pouvoir développer et sur laquelle j'ai pu progresser. Okay. Et puis, si jamais vous avez la moindre question,
j'y répondrai avec grand plaisir. Monsieur le Messari, ça va? Bon. Parfait, parfait. Merci beaucoup, hein. C'est très enrichissant et ça contient beaucoup d'informations qui sont très utiles et adaptées. Donc, merci infiniment. Bah, je vous en prie, avec plaisir. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Si Mohamed Filali, Shahad, ça va, des questions? Ou c'est OK? Bon, je crois qu'il est reparti. Allez, on continue. Alors, maintenant, les présupposés de la PNL. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la PNL, elle se base sur des présupposés. Des présupposés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des principes fondateurs. Des principes généraux, il y en a 10. Ici, je vais vous en exposer 5, qui sont 5 présupposés qui, pour moi, font partie des présupposés les plus importants, justement, et qui permettent de mieux comprendre et d'appréhender cette pratique. La première, c'est la carte n'est pas le territoire. La carte, en fait, qu'est-ce que c'est? La carte, c'est une représentation du monde. Et quand on dit la carte n'est pas le territoire, en fait, on fait référence à une carte géographique. Quand vous prenez la carte géographique, par exemple, un planisphère, et bien justement, la représentation de l'Afrique, de l'Amérique, etc., c'est une représentation du monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, de plus en plus, si je prends le principe du planisphère, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur la taille de l'Afrique par rapport à la taille de l'Europe et à la taille de l'Amérique. Ou même celle de l'Asie avec la Russie, par exemple. Le continent africain, proportionnellement, la proportion du continent africain sur les planisphères actuels aujourd'hui n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que l'Afrique, effectivement, c'est un grand continent, mais qui est représenté de manière beaucoup plus petite à l'échelle des États-Unis, de l'Amérique ou de l'Asie, justement. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des cartes, les planisphères sont des cartes, principalement des cartes occidentales, qui justement font ces cartes-là sur la base de leurs références. Et quand on voit par exemple des cartes, alors ici au Maroc justement ou également en Europe, ce sont des cartes où on a l'Europe qui est au centre du monde, avec l'Europe au milieu, l'Afrique, l'Asie qui est à droite et l'Amérique qui est à gauche. Quand on prend des cartes américaines, et moi j'ai déjà vu des planisphères américains, en fait sur ces cartes-là, on a l'Amérique qui est au centre. Justement, on a l'Amérique qui est au centre avec l'Europe et l'Afrique qui sont à droite et l'Asie qui est à gauche. Tout simplement pourquoi? Parce que chacun, en fait, a sa visualisation, sa vision de la carte par rapport à ses propres référentiels. Et quand on dit que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que la représentation du monde n'est pas forcément la réalité. La manière dont je me représente les choses n'est pas la réalité. Chacun a sa propre réalité et la carte, la représentation, n'est pas la réalité du territoire. C'est dans ce sens-là. Rencontrer l'autre dans son modèle du monde. C'est un petit peu le principe tout à l'heure que je vous prenais sur le principe de la confiance et du critère que nous adoptions. Ou bien même un autre exemple que j'aime bien, c'est deux jeunes qui sont, enfin deux enfants qui sont en bord de mer, qui jouent, qui sont sur la plage et qui jouent. Et qui à un moment arrive une grosse vague et elle les renverse. D'accord? Ils sont renversés par la grosse vague. Quand ils sont renversés par la grosse vague, il y en a un qui se lève, qui est en train de rigoler à tue-tête, et l'autre qui est en train de pleurer. Ils ont vécu, ces deux enfants, la même chose, qui est la vague en fait. Sauf que dans leur modèle du monde à chacun, celui qui s'est relevé en rigolant, en fait, son modèle, c'était que cette vague-là était une sorte de montagne russe, une sorte de jeu qui est venu le renverser et qui lui a donné des sensations fortes, alors que pour l'autre enfant, c'était un risque de danger et pour lequel, alors on ne va pas aller aussi loin, mais pour lequel sa vie était en danger et donc il s'est levé en pleurant. Ils ont vécu la même chose, mais ils ont réagi différemment, tout simplement parce que leur modèle du monde est différent. Et ça, en fait, ce comportement-là, je vous le prends avec des enfants, mais on peut l'avoir pour justement plein d'événements, plein de situations que l'on peut avoir. Par exemple, une négociation. Tiens, ça c'est un exemple que j'aime bien donner, en formation et je vais vous le partager aujourd'hui. C'est l'histoire en fait d'un employé d'une entreprise, d'une grosse entreprise sur un contrat de 10 millions de dollars. Et en fait, ils soumettent ce dossier-là à un marché, justement pour ce marché de 10 millions de dollars. Et l'employé en question a oublié de mettre un papier qui est super important. Donc, ils envoient le dossier, et justement, il y a le papier qui manque, et ils perdent le marché. Donc, l'entreprise perd les 10 millions de dollars. Ce sont 10 millions de dollars qu'elle n'a pas gagnés à cause de l'oubli de ce salarié-là. Le patron s'en rend compte, l'employé s'en rend compte, ils disent « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'employé a oublié de mettre le fameux papier dans le dossier.
10 minutes après, 1 heure après, il y a l'employé qui va voir son patron et qui lui dit, écoutez, j'ai fait une grosse bêtise, je mérite d'être licencié, je ne vais pas attendre que vous me licenciez, je vous donne ma lettre de démission parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Et ben, le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lettre de démission et il la déchire. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, je viens de te payer une formation à 10 millions de dollars. Ce n'est pas maintenant que je t'ai payé une formation à 10 millions de dollars que tu vas quitter mon entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tellement fait une grosse, pardonnez-moi du terme, une tellement grosse connerie que tu as appris avec, que là maintenant, je suis sûr que plus tard, vu la manière dont tu t'en veux, la manière dont tu le vis, tu n'oublieras plus jamais un document parce qu'il y a un ancrage, il y a une façon, il y a une empreinte cérébrale qui fait que tu l'as tellement vécu fort que jamais tu n'oublieras. Et donc, pour le prix de la formation que je viens de payer, parce que l'erreur que tu as faite est en soi une formation, ça m'a coûté 10 millions de dollars puisque j'ai perdu un marché de 10 millions de dollars. Ce n'est pas maintenant que je vais te laisser partir ailleurs. Et en fait, c'est tout simplement un modèle du monde qui est différent. Il y aurait un patron qui, lui, va dire, OK, je te licencie complètement, tu es complètement viré. Et l'autre qui dit, OK, c'est une forme d'apprentissage. Et donc, le tout, en fait, c'est d'aller rencontrer l'autre, comment est-ce qu'il voit les choses. Et quand je comprends comment est-ce que l'autre voit les choses, c'est comme ça que j'arrive à progresser. L'autre élément qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. La réalité, et ça, moi, j'aime bien le dire quand j'accompagne des personnes en entreprise ou même en individuel, c'est qu'on pourra évaluer le succès ou l'échec d'une personne le jour où elle sera enterrée, elle nous aura quittés sur ce monde, mais tous. Parce que tant qu'on respire, tant qu'on est dans l'action, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de succès non plus. S'il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de succès non plus, c'est que nous sommes tout le temps dans une forme de progression constante. La PNL, elle part du principe que la réussite ou que l'échec n'est pas une gare d'arrivée, mais c'est un processus continu. C'est-à-dire, j'ai des comportements dans ma vie, je fais du sport régulièrement, je prends le temps d'analyser les choses, je fais les choses par étapes, j'avance au fur et à mesure et je suis dans une démarche de succès. De la même manière, si je me nourris mal, si je ne fais pas de sport, si j'ai des comportements qui vont me desservir, si je ne suis pas là à honorer, à me nourrir intellectuellement, corporellement, etc., ben en fait, je suis juste dans une démarche d'échec. Ça ne veut pas dire que je suis en échec, mais je suis dans une démarche d'échec. Un autre, par exemple, qui a gagné, pour qui l'entreprise marche très bien, et il continue justement à aller chercher de nouveaux clients, à se développer, à développer des marchés, à améliorer son produit, etc. Il est dans une démarche de succès, puisque son entreprise va continuer à croître. Quelqu'un qui, par exemple, gagne de l'argent, son entreprise fonctionne très bien, etc., mais il se repose sur ses lauriers. Et bien lui, il est dans une démarche d'échec, parce qu'il arrivera à un moment où justement, il se fera dépasser, et là, il aura échoué. Mais il pourra toujours rebondir. Il pourra toujours rebondir et aller mettre en place de nouveaux comportements pour le servir. Et étant donné qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'échec et qu'il n'y a pas de réussite, c'est que lorsque je mets en place un objectif et que je mets en place un projet pour atteindre cet objectif et que cet objectif-là, je ne le réalise pas, et bien en fait, tout ce que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif et qui n'a pas marché, c'est un apprentissage avec lequel je peux utiliser. C'est une information que je reçois et qui me permet justement de progresser, de m'améliorer. C'est toute la richesse de l'expérience. Et c'est Nelson Mandela qui disait, lorsque je montre quelque chose, soit je réussis, soit j'apprends. Mais il n'y a pas d'échec. Soit je réussis mon objectif, soit j'apprends, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un des présupposés de la PNL, c'est qu'à chaque fois que je vis quelque chose, au lieu de me dire, encore une fois, pourquoi ça n'a pas marché, comment est-ce que je peux faire pour que ça marche sur la base de mon vécu, de ce que j'ai capitalisé jusque-là. Le quatrième point, c'est qu'on ne peut pas communiquer. C'est-à-dire qu'on communique tout le temps. Un silence est une forme de communication, un regard est une forme de communication, un mot est une forme de communication. Parfois, on emploie des mots plutôt que d'autres. Et bien, le fait d'avoir employé ces mots traduit notre modèle de pensée traduit notre modèle de pensée et permet justement de comprendre comment est-ce qu'on voit les choses. Un exemple moi, que j'aime bien utiliser, ce sont les opérateurs modaux. Et je vous donne un exemple. Si je vous dis, si on est par exemple à table et je vous dis, OK, veux-tu me donner le sel, s'il te plaît? Veux-tu me donner le sel? Une autre phrase qui dit exactement la même chose. Peux-tu me donner le sel? Et la troisième méthode, c'est tu dois me donner le sel. En fait, on est dans le même message, mais qui est dit complètement différemment. Et sur la base d'un seul mot que nous avons changé,
soit le mot vouloir, veux-tu me donner le sel, le verbe pouvoir, peux-tu me donner le sel, ou le verbe devoir, tu dois me donner le sel. En fait, on communique un même message, verbal, on va dire, une même demande, mais tout ce qu'il y a derrière est complètement différent. Dans la notion de vouloir, c'est le rapport à l'enfant, en fait, c'est la notion de volonté, la notion de volonté, je veux pas, avec justement toutes les frustrations que ça peut générer. Le peux-tu me donner le sel, on est dans un rapport de compétence, d'accord, de capacité sur est-ce que je peux donner le sel ou pas. Et tu dois me donner le sel, il y a un rapport d'autorité. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas communiquer parce qu'on communique tout le temps. Tout le temps. Et en PNL, on apprend justement, sur ce que l'on voit dans le niveau technicien ou dans le niveau praticien, on va voir justement quels sont les prédicats, qui sont en fait un prédicat, c'est le mot qu'utilise la personne pour justement comprendre sur quel registre est-ce qu'elle se trouve par rapport à sa communication verbale ou non verbale et qui me permettra justement d'interpréter, de mieux la comprendre, de mieux communiquer et justement l'amener à ce que je veux atteindre comme objectif. Et les gens, ils disent souvent, alors ça c'est aussi un des points de la PNL, c'est qu'on dit que la PNL est une forme de manipulation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on manipule tous tout le temps en fait. La réalité, c'est que la PNL n'est pas une méthode de manipulation, c'est juste une méthode qui met au jour les pratiques et les principes de manipulation. Mais la réalité, c'est qu'on manipule tous tout le temps depuis notre plus jeune âge. Les bébés, par exemple, si on prend le cas d'un bébé, si vous avez l'expérience, par exemple, avec un bébé, il a faim, il demande quelque chose, ou même pas il a faim, mais juste il a envie d'attraper quelque chose dans la main, il se met à pleurer comme pas possible, comme si le monde allait s'écrouler. Il suffit juste que vous lui donnez la chose qu'il a demandé et ça s'arrête dans la milliseconde. C'est de la manipulation à l'échelle d'un bébé. Mais on l'a tous, en fait, ce principe de manipulation. Et c'est comme tout. C'est je peux manipuler pour justement atteindre un objectif qui soit un objectif sain et qui nous permet de progresser, ou je peux manipuler pour détruire la personne et voilà, mettre en place des pratiques déloyales. Donc, par rapport à la manipulation, il faut vraiment être complètement à l'aise par rapport à ça. On manipule tous dans notre manière de communiquer. Ce qu'il faut justement, grâce à la PNL, c'est d'aller identifier les principes manipulateurs, d'essayer de comprendre comment est-ce que la personne cherche à me manipuler pour justement pouvoir progresser. Et tiens, ça me rappelle un exemple, Docteur Charadi, là, si je peux faire un petit parallèle, mais qui est vraiment tout simple, on va dire un exemple de la vie courante. J'ai une moto que je fais réviser, ça me rappelle, que je vais faire réviser à la maison, justement, le concessionnaire pour faire la révision. Et le commercial de la concession, il est tout le temps là à me pousser, oui, mais tu sais, tu devrais prendre ceci, il vaut mieux mettre telle huile spéciale, tel élément, etc. Et en me disant à chaque fois, oui, voilà, tu sais, les gens qui ont de belles motos, voilà ce qu'ils mettent en place. Alors, bon, je ne vais pas citer de marque, mais les gens qui ont de belles motos, voilà ce qu'ils font. Les gens qui veulent être en sécurité, voilà. Et en fait, il va jouer sur les principes qui peuvent paraître essentiels chez moi. Et même, il est allé jusqu'à me dire, mais tu sais, quand on a les moyens de prendre une moto, on ne va pas aller chipoter par rapport à une révision qui peut coûter X centaines de dirhams. Et je lui fais, mais non, ce n'est pas parce que tu me le dis, c'est une technique de manipulation, c'était justement pour me pousser à consommer. Et je lui dis, non, mon cher ami, ce que tu es en train de me dire est peut-être vrai dans ta vision, mais moi, chez moi, mon objectif n'est pas de venir me pavaner, mais bien au contraire, ce que je veux, c'est optimiser mon achat et payer les choses au bon prix. Donc, tu peux aller chercher ma fierté jusque je ne sais quoi, en allant me titiller sur voilà ce qu'il faudrait avoir pour être bien, etc. Ça ne marchera pas avec moi. Et juste après, il s'est complètement arrêté et il a pu avoir un dialogue et un rapport avec moi qui est beaucoup plus franc et beaucoup plus direct. Parce qu'il a il a essayé d'aller me chercher sur un principe de fierté, de reconnaissance, etc. Mais je le voyais venir. Je le voyais venir de loin. Et l'argument qu'il a mis en place, la réalité, c'est que moi, ce sont des choses avec lesquelles je forme des entreprises sur comment est-ce que je peux vendre avec la PNL, comment est-ce que je vais aller identifier les valeurs de la personne, ce qui est important pour elle, pour lui faire passer le bon message. Ce qu'il a tout simplement fait, c'est il croyait que j'avais une valeur de vanité et il a voulu aller titiller ma valeur de vanité. Sauf que moi, je n'ai pas une valeur qui est chez moi, la vanité. Pas du tout. Et donc, le fait de l'avoir utilisé, il n'a pas pris le temps de comprendre quels étaient les leviers sur lesquels moi, j'étais justement sensible. Il aurait utilisé un argument de sécurité, il aurait pu m'atteindre beaucoup plus facilement. Mais il est allé chercher un argument de vanité parce qu'il n'a pas pris le temps d'écouter ce qui était important pour moi. Et justement, ça, c'est un des principes de la PNL, c'est que lorsqu'on cherche à vendre
un produit à quelqu'un, dans la vie courante ou même dans de la négociation de tous les jours, aller comprendre quelle est la valeur qui le touche, qu'est-ce qui est important pour lui, permet justement d'avancer les bons arguments. Et quand je fais la formation, par exemple, de vendre avec la PNL, j'aime bien prendre le cas, alors là j'ai pris le concession de la moto parce que c'est un cas qui me concerne personnellement, mais pareil, j'aime bien prendre le cas d'une voiture. Quand un vendeur veut vendre une voiture à quelqu'un, il peut justement, dès le début, aller et dire voilà, c'est la meilleure voiture au monde, voilà ses qualités, voilà ce qu'elle est, etc., etc. Sauf qu'on ne prend pas le temps de comprendre le besoin de l'autre en face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous des canaux de perception qui sont différents. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles à ce qu'elles voient. Il y a des personnes qui sont auditives, qui sont sensibles à ce qu'elles entendent. Et d'autres qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire qui sont sensibles à ce qu'elles ressentent. Et j'aime bien prendre le cas de la voiture, c'est que, en fait, un bon vendeur, ce qu'il doit faire avant de présenter son produit, c'est d'aller comprendre les vraies motivations et d'aller détecter à travers le vocabulaire qui est employé par son client les vraies motivations qu'il peut avoir pour justement lui avancer les bons arguments. Par exemple, vous avez un client qui est très visuel, pour qui l'esthétique est hyper importante. Et bien là, justement, vous allez employer un vocabulaire et des termes qui vont mettre en avant la dimension esthétique de la voiture. Si maintenant vous avez un client en face qui est très sensible à la mécanique, qui est sensible aux qualités, au nombre de chevaux, au nombre de cylindres, etc., qui aime bien entrer dans le détail technique du véhicule, ben là, vous avez quelqu'un d'auditif. Et ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en avant justement les qualités techniques et mécaniques de la voiture. Et vous n'avez pas besoin de lui parler de la ligne, etc. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que la voiture ait un bon moteur, ait des normes de sécurité, etc. Et il y a des gens pour lesquels les normes de sécurité ou les qualités du moteur, ils ne sont pas intéressés, mais qui sont très intéressés par l'esthétique. Ce qui va, c'est la plus belle voiture. Et ça, en fait, justement, quand on fait de la PNL et qu'on essaye de comprendre quelles sont les motivations, le mode de communication de mon client, justement, j'arrive à lui donner les bons arguments. Et pour le troisième cas, ce sont les kinesthésiques. Les gens ont besoin de ressentir. Dès que vous avez détecté un client qui est kinesthésique, et ça, vous le détectez, et on le voit en formation, puisqu'on rentre vraiment dans le détail du vocabulaire qui est employé, on arrive à détecter, OK, cette personne-là est kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de ressentir. Je peux lui montrer la plus belle des voitures, je peux lui donner le meilleur des arguments, des caractéristiques techniques. Je n'arriverai à lui vendre la voiture que si je la lui fais essayer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir dans le véhicule. Et ça, justement, ce sont des modes de communication qu'on va aller déceler, mettre à jour et décomposer en PNL pour avancer les bons arguments et pouvoir justement améliorer cette communication, cette relation que je peux avoir avec les uns et avec les autres en allant comprendre quels sont ces leviers les plus importants. Et enfin, parmi les 5, mais il y en a encore 5 autres, les ressources sont dans la personne. C'est-à-dire que, alors ça, je vais faire un petit parallèle avec la religion, avec l'islam. Dans la religion, dans le Coran, il est dit que Dieu ne nous mettra jamais une épreuve que nous ne sommes pas capables de surmonter. Et moi, ça, j'adore ça. D'ailleurs, un de mes objectifs, et tiens, je vous le partage là en off, c'est de faire un parallèle entre la religion, entre les 3 religions monothéistes et le développement personnel. Parce que moi, il y a plein de choses que j'ai vues dans le développement personnel et qui sont également dans les livres religieux. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est le principe, les ressources dans la personne, c'est-à-dire que quelle que soit la difficulté que vous allez rencontrer, vous avez les ressources en vous, justement, vous avez la capacité de pouvoir surmonter cette épreuve-là, justement en allant mettre le point, l'élément dessus. Et j'aime bien prendre le cas, par exemple, alors moi, si je prends le cas, par exemple, de la préparation des concours, j'ai beaucoup préparé des étudiants pour les concours d'entrée en école de commerce, donc dans des prépas à Paris et à Lyon. Et très souvent, j'ai des étudiants qui ont accumulé des années de lacunes, par exemple, en mathématiques, et qui se croyaient totalement incapables de comprendre. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à parler de maths, ils se mettaient à trembler. Mais littéralement. Ce n'est pas à trembler genre dans la tête, ils tremblaient physiquement, à la méthode Alzheimer. Enfin, pas Alzheimer, mais Parkinson, pardon. Tellement ils étaient choqués par les maths. Et bien en fait, en faisant un travail petit à petit, et bien sûr en posant la question, OK, tu n'es pas bon en maths, c'est ce qu'on t'a fait croire depuis des années. Mais est-ce que tu penses que si on reprend les choses étape par étape, leçon par leçon, élément par élément, principe mathématique par principe mathématique, est-ce que tu penses progresser? Et bien la personne, elle dit oui. Et bien dès qu'elle dit oui, là, on commence à ouvrir la porte du progrès. Et au lieu de me dire, OK, je vais d'un point A, enfin, si je vais de la lettre A à la lettre G, par exemple, sans passer par B, C, D, E, F, je ne vais jamais y arriver.
Et quand on dit les ressources dans la personne, c'est-à-dire que la personne, peu importe le niveau qu'elle a, elle a la capacité de reprendre les choses étape par étape et à progresser. Pourquoi? Parce que nous avons tous, et moi c'est un de mes principes personnels, et c'est quelque chose que je veux m'appliquer, on a tous les ressources pour pouvoir progresser. Si vous ne savez pas faire une chose, c'est OK, mais avec de la méthode, avec de l'accompagnement, avec de la formation et de l'apprentissage, en mettant en place les bonnes actions, les bons leviers, les bons comportements, on finit par atteindre un résultat. Et ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels vraiment je mets l'accent dessus pendant la formation, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a toutes les ressources en elle. Et très souvent, on prend des cas réels. Ce qui se passe, c'est que, OK, la personne, elle a un projet ou elle a vécu un projet, une situation, et elle n'y est pas arrivée ou elle a peur de l'envisager, de peur de ne pas y arriver. Et bien, en fait, au lieu de rester focalisé sur cette peur-là, sur les dimensions, enfin, sur les obstacles qu'elle risque de rencontrer, en fait, on fait un pas en arrière et on va aller, OK, étape par étape, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec les ressources que tu as? Première petite étape pour atteindre ton objectif. Et très souvent, la réponse que je reçois, c'est oui, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Oui, mais ça ne va pas arriver rapidement. C'est parce que tout le monde va avoir un résultat rapide du jour au lendemain. Mais de toutes les manières, et ce que j'aime bien leur dire, c'est que de toutes les manières, le temps va passer. Le temps, que vous fassiez ou vous ne fassiez pas, que vous preniez une petite marche, que vous continuez de fantasmer sur prendre une grande marche pour atteindre l'objectif, le temps finit par passer. Et bien en fait, il vaut mieux prendre petite marche par petite marche, justement pour arriver à son objectif final et l'atteindre. Et ça, c'est juste, on peut le faire qu'en permettant à la personne de prendre conscience de son potentiel, de ses ressources internes pour justement avancer. Maintenant, la PNL, comment est-ce qu'on fonctionne à travers notre cerveau et nos filtres? En fait, ce qu'il faut savoir, un des principes le principe de la PNL, c'est que ce qui nous arrive, on va vivre plein d'événements, on va recevoir de l'information de partout. Ces informations-là, elles sont filtrées. Elles passent par nos filtres, ce que je vous disais tout à l'heure, le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive autour de nous, on le reçoit avant d'arriver dans notre cerveau. Il passe justement par nos filtres, par nos 5 sens. D'accord? C'est ce qui nous permet justement de recevoir l'information. Vous passez devant une boulangerie, un visuel va être attiré par la beauté de la vitrine et un olfactif va être attiré par l'odeur qui est dégagée par la boulangerie. Ils ont la même information, mais ils ont deux filtres qui sont différents. Il y en a un qui va dire « Oh, la vitrine est magnifique » et l'autre, il va dire « Ça sent très bon ». Ils passent à côté, mais ils ont juste deux filtres différents. Qu'est-ce qui se passe quand l'information est passée à travers nos filtres? Eh bien, notre cerveau, ce qu'il fait, il va faire ce qu'on appelle un tri. Soit il va faire de l'omission, de la distorsion, de la généralisation. De l'omission, c'est-à-dire, en fait, autour de nous, il y a plein d'événements, plein de choses qui arrivent. Notre cerveau voit plein de choses. En revanche, il n'en retient que quelques-unes. Parce que s'il devait tout retenir consciemment, on serait complètement fatigué et notre cerveau va saturer très vite. D'accord? Là, par exemple, vous êtes assis devant votre ordinateur à regarder ce webinaire-là. Moi, je suis sûr qu'autour de vous, il y a des éléments. Si vous tournez la tête à gauche et à droite, vous allez voir des choses dans votre salon, dans votre chambre, peu importe, que là, juste avant de vous le dire, vous n'en aviez pas conscience. Vous en aviez conscience, mais pas consciemment. Tout simplement parce que votre cerveau, étant donné que vous êtes focalisé, en fait, il oublie tout ce qu'il y a autour. C'est le principe de la concentration. Il fait de la distorsion, c'est-à-dire qu'il tord les informations qu'il reçoit. Ou de la généralisation, c'est-à-dire qu'il en fait une généralité. Il dit, OK, puisque l'information est comme ça, pour moi, c'est tout le temps comme ça. D'accord? Par exemple, alors j'aime bien prendre le cas de l'administration, par exemple, l'administration marocaine ou l'administration française ou peu importe. Si vous avez une mauvaise expérience parfois avec une administration, il y en a qui vont vous dire, OK, toutes les administrations ne sont pas bonnes. Non, mon cher ami, tu as peut-être eu une mauvaise expérience avec une, avec deux, avec trois, avec 10. Mais qu'est-ce qui te permet de dire que toutes ne sont pas bonnes? En fait, c'est tout simplement le principe de généralisation. C'est que très souvent, quand on a une mauvaise expérience avec un événement, on a tendance à le généraliser pour plein de choses. Et ça, c'est pas bon. Et ça, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que c'est basé sur nos expériences, nos croyances et nos valeurs. En fait, sur la base de ce que nous avons reçu, notre cerveau il va faire des référentiels. Supposons que moi, j'ai une expérience avec une administration, ça s'est super bien passé. Je vais me dire, OK, toutes les administrations sont super bien. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience qui est positive. Et donc, je vais me baser sur mon expérience pour interpréter l'événement que je vis. Et quelqu'un d'autre, la même chose, il a une mauvaise expérience avec l'administration, il va vous dire, OK, moi, sur la base de ce que j'ai vécu, pour moi, elles sont toutes mauvaises. Et tout ça, c'est nos expériences qui nous permettent d'interpréter les choses. Il y a aussi nos croyances. Est-ce que je me crois capable ou pas capable? Est-ce que je crois en les choses ou pas? Et aussi mes valeurs. C'est ce qui me permet justement de pouvoir le faire. Il y a parfois certains
je suis en train de communiquer avec quelqu'un, il emploie un ton particulier. Par exemple, il me parle de manière un petit peu agressive. Sur la base de mes valeurs ou sur la base de mes croyances, je peux me dire, ah bah tiens, il me manque de respect. Ou je peux me dire, ah bah tiens, le pauvre, il doit être vraiment fatigué pour parler de cette manière-là. En fait, il parle de la même manière, mais en fonction de moi, ce que j'ai comme référentiel, d'accord, comme niveau d'interprétation, croyance ou valeur, ça me permet justement de pouvoir interpréter les choses. Et ce qui se passe, c'est que l'interprétation que j'en fais va venir transformer mes émotions, mes états internes. Si je prends le cas de la personne qui m'a parlé un petit peu bizarrement, si je considère qu'elle m'a manqué de respect, je risque d'avoir une émotion de colère, puisqu'il y a une valeur qui n'est pas respectée. Et si je me dis, ah bah tiens, le pauvre, il doit être stressé pour me parler de cette manière-là, je vais avoir une autre émotion qui est une émotion de tristesse à son égard. Et en fait, par rapport à cette émotion que je vais avoir un comportement. Puisque si je suis dans le mode colère, il m'a manqué de respect, je vais lui rentrer dedans en gueulant moi aussi. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer en confrontation. Et si j'ai de la tristesse pour lui, au lieu qu'il me parle comme ça, je vais dire, écoute, est-ce que tout va bien? Je te sens un petit peu tendu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est justement un autre rapport que j'ai. Mais tout simplement parce que l'émotion interne que j'ai, dans un cas, c'est de la colère, dans l'autre cas, c'est de la tristesse. Quand j'ai de la colère, j'ai un comportement qui peut être agressif. Et quand j'ai de la tristesse, j'ai un comportement qui est un comportement de questionnement. Et ça, en fait, le comportement que je vais mettre en place, en fait, c'est ce qui va déterminer ma vie actuelle. C'est-à-dire que je peux justement, sur le même événement, si je rentre en colère, on va s'engueuler, on va s'écharper et peut-être on va arrêter de se parler définitivement. Et si je suis dans un mode de questionnement et je lui pose des questions, qu'est-ce qui t'arrive? Et il va m'expliquer, etc. Il se peut justement que je puisse l'aider et que notre relation progresse et se transforme complètement. Et on voit bien qu'en fait, l'événement à la base, si je prends ce cas-là de personne, c'est le même. La personne est énervée. Je reçois l'information visuellement et de manière auditive, puisque je le vois et je l'entends s'énerver. Mon cerveau, en fait, il sélectionne une information. Donc, il sélectionne justement juste la partie énervée ou il sélectionne la partie stressée où il se dit, OK, si le gars me parle comme ça, c'est qu'il me manque tout le temps de respect. Donc, je fais une généralisation. C'est comme ça que je le prends par rapport à mes croyances. Je m'énerve, je réagis négativement et je rentre en conflit avec la personne. Et à l'inverse, si je me pose des questions pour lui, je me comporte de manière positive puisque je suis dans un mode de co-construction et j'entame une relation qui est saine avec la personne. Et tout ça, c'est en fonction des objectifs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de prendre une direction de vie et de se fixer des objectifs, c'est-à-dire que, et ça, moi, je l'ai souvent en entreprise, les personnes qui travaillent en entreprise et qui ne sont pas satisfaites, j'aime bien leur dire quel est ton agenda personnel. Pourquoi est-ce que tu travailles? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Ceux qui me disent, moi, je travaille juste pour obtenir un salaire, mais le boulot ne me plaît pas, et justement, chaque chose qu'ils vont vivre seront beaucoup plus difficiles à encaisser que s'ils sont dans une optique avec un objectif derrière. Et que moi, en fait, mon travail, même s'il ne me plaît pas trop, je sais que c'est une étape. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de développer des compétences, je suis en train de ramasser de l'argent, je suis en train de développer un réseau, bref, peu importe, justement pour atteindre un objectif. Et donc, les deux personnes, elles vont vivre la même frustration au niveau du travail, mais les comportements qu'ils vont avoir sur la base justement des 4 étapes qu'on a vues juste avant, vont les amener à avoir des comportements différents. Il y en a un, puisqu'il a un agenda personnel, il a des objectifs personnels, il va aller au travail en étant heureux, puisque ça répond à ses principes et à ses objectifs, alors que l'autre, il va y aller triste tous les jours, en marchant sur les pieds, sur les genoux, parce qu'il n'a aucune envie d'y aller. Et donc, en fait, votre vie, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre focus. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va aller mettre l'accent. On va aller voir, OK, sur quoi est-ce que tu te focalises lorsque tu vis telle et telle situation. Et quand on comprend sur quoi tu te focalises, c'est là où on peut venir justement transformer cette relation aux choses et, si vous voulez, orienter son cerveau. En fait, la PNL, ce n'est ni plus ni moins qu'un mode d'emploi du cerveau, qu'une méthode de pilotage du cerveau et ne plus être victime de ce que je suis en train de vivre et de me laisser emporter par les aléas de la vie, mais bien au contraire, apprendre à focaliser et à orienter mes pensées pour justement avoir des pensées qui me servent. Être créateur et acteur de sa vie. Ça, c'est justement le premier principe que l'on voit dans le niveau base PNL, justement le niveau qu'on va faire ce week-end, Inch'Allah, vendredi, samedi, dimanche, qui est le triangle pour être acteur et créateur de sa vie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, on aura tout le temps des événements qui vont nous arriver, des contraintes, des façons de voir les choses, des événements, les trains vont toujours arriver en retard, il y a toujours des gens qui vont arriver en retard à un rendez-vous, je vais toujours avoir ma voiture qui ne démarre pas au moment où je vais aller au travail. Bref, on va tous vivre des situations plus ou moins compliquées dans la vie et heureusement, parce que c'est aussi ça qui fait le sel de la vie,
puisque ce sont des interactions qu'on peut avoir. Mais tout ça, en fait, je peux les transformer, changer la relation que j'ai en ayant conscience de mes valeurs, ce qui est important pour moi, de ma vision du monde. C'est-à-dire que le fait d'avoir des contraintes, si je prends le cas par exemple du boulot, je vais au travail, j'ai une contrainte qui est que mon chef, mon N+1, il est complètement exécrable avec moi. Mon travail ne me plaît pas, donc ça c'est la perception que j'en ai. Mais étant donné que mes valeurs, c'est d'atteindre un objectif qui est justement ma vision du futur, puisque j'ai travaillé sur mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi malgré les aléas du projet, je me suis fixé une vision et un objectif futur, c'est beaucoup plus simple pour moi d'encaisser les choses. Et donc, si c'est beaucoup plus facile pour moi ou beaucoup plus compliqué, c'est que ça va venir créer et générer des états internes, des émotions chez moi. En fait, je vais avoir des émotions qui vont me porter ou des émotions qui vont, au contraire, me nuire, qui vont venir me faire chuter. C'est le principe que je vous ai évoqué tout à l'heure. Je vais au travail, j'ai une vision réelle de ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, j'ai envie de faire de l'investissement avec mon salaire, j'ai envie de m'acheter une maison, j'ai envie de financer les études de mes enfants, j'ai envie de mener tel et tel projet. Donc, effectivement, je fais un travail sur mes valeurs, je me suis fixé un objectif en face, et bien forcément, mes émotions à l'égard de ce travail-là, qui n'est pas facile tous les jours, et bien, ce n'est pas grave, je suis capable de l'encaisser. Pourquoi? Parce que j'ai cette vision. À l'inverse, si je n'ai pas une vision qui est claire et que je veux travailler pour aller au travail, bah effectivement, chaque contrainte va être un poids énorme. Et quand je travaille sur mes états internes, quand je travaille sur mes émotions internes, et ben ça vient améliorer mes relations, ma communication avec les autres. Tout simplement parce que je suis dans un état interne qui est constructif, qui est positif. Donc, même quand j'échange avec l'extérieur, et ben c'est positif. À l'inverse, parfois, on a l'impression que tout va très bien, mais ma relation avec les autres et la relation avec moi-même, en fait, elle est complètement exécrable et elle tombe complètement à l'eau. Et c'est en ça, en fait, que c'est important de comprendre. C'est pour ça qu'on a des gens, même s'ils ont une situation matérielle et financière qui est très confortable, sont des rapports avec les gens, dans des comportements, dans des situations qui sont vraiment conflictuelles avec eux-mêmes, avec les autres, qui sont tristes, qui n'ont pas d'amis, etc. Et pourtant, on peut se dire qu'ils ont tout autour d'eux. Et d'autres qui sont dans des situations matérielles plus compliquées, et ben en fait, ils sont entourés de personnes sympathiques. Alors, évidemment, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des gens qui ont des situations matérielles compliquées et qui sont dans des états internes compliqués, et des personnes qui sont dans des situations matérielles positives et qui ont un rapport au monde positif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais un travail sur mes valeurs, ce qui est important pour moi, quelle que soit ma situation extérieure, et que j'arrive à me fixer un objectif, il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Bah, ça me permet justement de pouvoir appréhender toutes ces contraintes, ces événements, ces perceptions que j'ai du monde de manière positive, d'avoir des états internes positifs qui me permet justement d'avoir une relation avec moi-même, mais avec mon environnement, avec les autres, qui soit aussi constructive. Et l'inverse est tout aussi vrai. Et c'est comme ça qu'on est créateur et acteur de sa vie. C'est que je ne suis plus en train de vivre les choses parce que c'est des aléas de la vie qui viennent et qui me, comme on dit, qui viennent me… Non, c'est pas ça. C'est j'ai un objectif précis et je sais vers où je vais. Donc, quelles que soient les contraintes et les événements qui m'arrivent, je garde le cap puisque je suis complètement conscient de ce que je veux atteindre, parce que j'ai fait un vrai travail sur mes valeurs. Et c'est comme ça que je deviens acteur de ma vie et je ne suis plus en train de la subir. Les 4 principes fondamentaux de la PNL. En fait, ce qu'il faut savoir, et je vais commencer par la droite pour aller vers la gauche, l'évolution et changement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous 5 étapes. 5 étapes d'apprentissage, et j'aime bien prendre le cas de la conduite. C'est qu'au début, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes et que nous attaquons, nous sommes inconsciemment incompétents. C'est-à-dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, je ne savais pas que je ne savais pas conduire. Comme aujourd'hui, par exemple, il doit y avoir, si je prends un cas assez simple, par exemple, je prends le métaverse, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, etc., qui sont un nouvel univers. Il y a plein de choses dans cet univers-là qui sont à aller défricher, à aller creuser. Et il y a des domaines de la blockchain, du métaverse, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Ben, je suis inconsciemment incompétent. Demain, je participe à un webinaire, par exemple, comme ce que vous faites aujourd'hui avec la PNL, mais avec peu importe un webinaire sur la blockchain, par exemple, et je découvre qu'il y a un domaine particulier, si je prends le cas par exemple de la formation, un domaine particulier dans le domaine de la formation du métaverse qui est à explorer ou qui est à maîtriser. Et bien là, je découvre qu'il y a un domaine que je ne connais pas. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je deviens consciemment incompétent. C'est-à-dire que je sais maintenant que je ne sais pas ou que je n'ai pas les compétences dans tel domaine.
Et ça, en fait, c'est les étapes. Donc, au début, je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis inconsciemment incompétent. À un moment, je prends l'information et je m'en rends compte, je deviens consciemment incompétent. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me forme, j'apprends, je développe mes compétences pour justement ensuite devenir consciemment compétent. C'est-à-dire, je sais que je sais et que je maîtrise justement la caractéristique. Et si on prend le cas de la voiture, donc à 4 ans, je ne sais pas conduire. À 16 ans, je sais que je ne sais pas conduire. À 18 ans, je passe mon permis et donc je deviens consciemment compétent. Mais c'est-à-dire que j'ai besoin de réfléchir pour passer la première, la deuxième, l'embrayage, etc. Et quelques années après, 2, 3, 5, 10 ans après, je deviens ce qu'on appelle inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je monte dans ma voiture, je démarre, je roule, j'arrive chez moi et je ne me suis même pas rendu compte de la route. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai tellement développé ma compétence, je l'ai tellement répété plein de fois que je deviens inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je suis compétent, mais je n'en ai plus conscience. C'est ancré en moi. C'est un apprentissage justement de PNL. C'est une programmation que j'ai intégrée dans mon cerveau. Et ça, on peut l'avoir partout, quel que soit le domaine que l'on attaque, quel que soit le domaine que l'on appréhende. Même dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, un des principes, et ça, moi, j'adore le faire sur la prise de parole en public. Je coach beaucoup de cadres et dirigeants là-dessus sur la prise de parole en public. Il y a plein de techniques au début pour lesquelles ils n'ont pas conscience. Plein de techniques pour lesquelles ils n'ont pas conscience. Un truc tout simple, le fait de poser ses pieds à plat et les mains à plat sur son pupitre. Le fait de poser ses mains de manière carrée. Le fait de croiser ses doigts. Ça, ce sont des techniques, ce sont des astuces que lorsqu'on met en place et qu'on répète, en fait, à un moment, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et bien, en fait, les personnes au début, ils te disent, oui, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Enfin, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre que je ne sais pas faire? Il suffit juste de prendre la parole. Non, il y a des techniques, il y a des méthodes. Et au début, ils ne les connaissent pas. Ensuite, ils les connaissent. Après, ils les mettent en pratique, mais ils ne sont pas complètement à l'aise parce qu'ils sont encore en phase de découverte et d'installation de ces nouvelles pratiques. Et ensuite, ils les appliquent sans même avoir besoin de réfléchir. Et enfin, la dernière étape, c'est le MC que vous voyez ici, c'est la métacompétence. C'est-à-dire que là, je suis en phase de pouvoir visualiser et de m'auto-évaluer par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que je maîtrise tellement le sujet que j'ai la capacité de prendre du recul et de m'auto-évaluer et de me dire, OK, là, ça, je l'ai bien fait, ça, je ne l'ai pas bien fait. Et donc, je deviens en fait une sorte d'auto-coach, d'auto-évaluateur par rapport à ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est un petit peu la strate complètement supérieure. Ensuite, comme autre principe, c'est la relation verbale ou non verbale. C'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. C'était en fait, est-ce que je suis dans un rapport avec l'environnement de fuite ou d'attaque? Est-ce que je suis en train de fuir la relation, de fuir le conflit, ou en tout cas, j'attaque la personne, j'attaque la relation, ou bien je suis dans un rapport de co-construction? Bien évidemment, il vaut mieux être dans un rapport de co-construction. L'autre élément, ce sont les ressources et les capacités. C'est-à-dire que chacun a les ressources en lui pour pouvoir agir. Et le tout, c'est d'aller identifier quelles sont les ressources dont je dispose pour développer de nouvelles capacités et atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et enfin, la perception et croyance, c'est-à-dire qu'à chaque situation, le S, ça vient créer une réaction. Et quand on travaille justement sur la PNL, quand on va aller creuser, quand on va comprendre nos mécanismes, on n'est plus dans un mode réactif, mais on devient dans un mode proactif. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. C'est-à-dire que par rapport à une situation, je ne suis plus en réaction par rapport à cela, mais j'essaie surtout de comprendre quelle est la valeur qui n'est pas valorisée, enfin qui n'est pas nourrie chez moi et qui me permet de la transformer. Je vous donne un exemple. Il y avait un directeur que j'accompagnais, pardon. Il y avait un directeur que j'accompagnais en entreprise. C'était un DG. En fait, il était devenu directeur général très jeune. À 37 ans, c'était le directeur général d'une multinationale à Paris. Et il avait besoin, il avait envie de changer. Il avait envie de créer son entreprise. Il avait toutes les capacités pour le faire. Il avait les capacités managériales, il avait l'argent, il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais le fait de devoir poser sa démission et de se lancer, donc se mettre dans une situation pareille, entraînait chez lui en fait une réaction de perte de sécurité. C'est-à-dire qu'il se disait, OK, je perds ma sécurité sur le fait de quitter ma boîte et de ne plus recevoir de salaire. Et il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Ils vont dire, oui, mais attends, il a une bonne situation, mon cher ami. Pourquoi est-ce qu'il va aller risquer tout ça pour aller monter sa boîte? Peut-être. C'est une perception du monde. Mais si je prends le cas de cet homme-là, en fait, il avait vraiment un principe de sécurité. Il disait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me lancer. Je tourne en rond, je me mets à travailler sur mon business plan, je n'arrive pas à me lancer, je suis en train de procrastiner, je n'arrive pas. Et en fait, on a fait un travail sur les valeurs. Et on s'est rendu compte justement que la valeur de sécurité était super importante chez lui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait 37 ans, il était tout jeune, mais il avait des enfants en bas âge. Inconsciemment, il préparait aussi leur avenir, etc. Mais
il focalisait plus sur le fait de procrastiner et de ne pas se mettre en action par rapport à son projet, plutôt que sur un travail sur les valeurs. Et quand on est allé justement aller travailler sur les valeurs et qu'on s'est rendu compte que la réaction qu'il avait était justement, avait justement été créée par la situation de risque de manque de sécurité, et ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail sur qu'est-ce que la sécurité financière, qu'est-ce que la sécurité matérielle, puisque c'est ça qui l'inquiétait en fait, quand on a fait un travail profond, c'est ça qui l'inquiétait, et qu'est-ce que pour lui être en sécurité. En fait, la vraie question, c'était ça. C'est combien est-ce qu'il te faut pour te sentir en sécurité? Et comment est-ce que tu peux faire pour gagner ce montant-là qui te permet de te sentir en sécurité? Et c'est grâce à ce travail-là que nous avons fait, cet accompagnement, en fait, ce coaching, en allant justement aller creuser sur les croyances, sur les perceptions qu'il avait, sur justement les ressentis internes qu'il pouvait avoir, qu'on a pu mettre à jour une sorte de modèle financier qui lui permet, d'un côté, de pouvoir réaliser son rêve entrepreneurial et de l'autre côté, ne pas compromettre sa situation financière. Parce qu'il avait aussi il avait des investissements, comme il était un jeune PDG dans une grosse boîte dans laquelle c'est pas une start, on peut dire une grosse start-up, c'est une boîte technologique. Il avait ce qu'on appelle des actions, des stock options que l'entreprise lui donnait. Mais pour lui, en fait, la sécurité, c'est le salaire qui tombait à la fin du mois. Alors qu'en fait, la sécurité, elle peut revêtir différentes dimensions. Et c'est là-dessus que nous sommes allés creuser justement grâce à un travail en PNL, des protocoles de PNL, pour mettre en place des actions qui lui ont permis justement de pouvoir quitter son entreprise, de continuer à se sentir en sécurité et de développer sereinement son projet. Alors maintenant, la transformation en PNL, qu'est-ce que ça vient provoquer en fait la PNL? En fait, l'objectif de la PNL, c'est de passer d'un mode réactif à un mode proactif. C'est-à-dire que je ne me laisse plus du tout balloter par les événements, mais bien au contraire, je prends mes responsabilités. Et le mode réactif, en fait, c'est le rejet de la responsabilité versus la prise de responsabilité. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple ici au Maroc. Par exemple, quand on rate le train, on dit rarement, on dit très souvent, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis plus responsable du fait d'avoir raté le train, c'est le train qui est parti avant et qui donc c'est de la faute du train. Et je ne prends pas ma responsabilité à moi, où je ne me suis peut-être pas réveillé à temps, je n'ai peut-être pas pris les bonnes dispositions. Et en fait, tant qu'on est dans ce comportement-là de rejet de la responsabilité et non pas de prise de responsabilité, en fait, on ne peut pas progresser. Puisqu'étant donné qu'on rejette la faute tout le temps sur l'autre, on ne prend pas conscience et on ne prend pas le temps de se dire, OK, où est-ce que j'ai, alors je ne vais pas dire fauté, mais où est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que maintenant que j'en ai conscience, qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'en fait, c'est moi qui ne me suis pas réveillé. Donc, en fait, c'est de la faute du sommeil qui m'a laissé en train de dormir, plutôt que moi qui n'ai pas mis mon réveil justement pour me réveiller et être à l'heure. Et en fait, c'est vraiment un des principes en PNL sur lequel on travaille quand on fait un travail de PNL. Et ça, moi, je l'ai eu énormément dans des cas, par exemple, de conflits familiaux. Alors, j'ai eu également des cas de rupture ou en fait de divorce, ou même dans l'entreprise quand ça se passe mal, en fait, entre un salarié et son employeur. En fait, le salarié, très souvent, il dit « Oui, mais c'est de la faute de l'entreprise, elle ne m'a pas valorisé ici, elle ne m'a pas valorisé ça, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. » Ok, très bien, elle ne l'a peut-être pas fait. Maintenant, quelle est toi ta responsabilité dans ce qui s'est passé? Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les clients que j'accompagne et les personnes qui se forment, on est très souvent dans un rapport de rejet de la responsabilité. C'est tout le temps la faute de l'autre. Alors qu'en fait, si on prend le temps de se dire « Ok, où est ma part de responsabilité ?» En fait, j'en prends conscience. Et le fait d'en prendre conscience, déjà de 1, je fais la paix avec moi-même, et de 2, je peux mettre en place des actions qui vont me permettre de me développer. Parce que tant que je n'ai pas conscience de ma responsabilité, je peux mettre d'action. Et tant que c'est la faute de l'autre, en fait, je m'en lave les mains. Ouais, mais si je m'en lave les mains, je ne progresse pas. Donc, c'est ça le principe de PNL, c'est qu'on peut comprendre ce qui nous arrive et passer du rejet de la responsabilité à la prise de responsabilité. L'autre aussi critère en PNL, c'est qu'on passe d'un mode de critique, de dévalorisation, de culpabilité, bien au contraire, à un mode d'accueil, de valorisation et de bénédiction. C'est-à-dire que quelque chose n'a pas marché, un projet n'a pas marché, au lieu de me dire, OK, je critique, oui, c'est le marché qui n'était pas bon, oui, c'est moi qui n'ai pas suffisamment de compétences, oui, mais j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, bien au contraire, c'est dire, OK, le marché est tel que, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est que, enfin, un de mes mantras à titre personnel, c'est vraiment une chose, un de mes principes fondateurs, c'est que rien n'arrive pour rien. C'est-à-dire que quelle que soit la chose qui se passe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, moi, je ne critique pas. C'est une hygiène personnelle que je me suis fixée. Je ne critique pas, mais bien au contraire, je me dis, OK, s'il y a telle et telle chose, qu'est-ce que je peux en retirer? Quel est le cadeau caché de l'événement qui m'arrive? Et là, ça marche tout le temps. Je peux vous donner un exemple. Alors à l'époque, j'étais consultant en stratégie dans un cabinet à Paris. J'avais une offre pour le Qatar. On m'avait fait une offre
Mais bon, au Qatar, je ne sais pas si vous savez, mais ils font des offres, hein, ils donnent des salaires en fonction de la nationalité. Moi, j'ai la double nationalité française et marocaine, sauf qu'on m'a donné un salaire marocain, donc un salaire très bas. Et je n'ai pas du tout été considéré, même si je travaillais en France, même si j'avais effectivement un passeport français, etc. On m'avait donné un salaire marocain parce qu'au Qatar, bref, ils sont particuliers. Ils payent très bien les Américains et ils payent très mal les Asiatiques. Et entre-temps, il y a une échelle. Et en fait, le poste, je l'ai refusé en disant non, ça ne marchait pas. Et effectivement, à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé à travailler sur la PNL, c'était en 2016 et moi, j'ai commencé à me former en 2017. J'étais plutôt, oui, écoute, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne sont pas bons. Voilà, j'ai beaucoup critiqué. J'ai même à un moment remis en question ma compétence en me disant, OK, peut-être que je n'étais pas suffisamment compétent pour le poste, j'ai peut-être pas suffisamment défendu mon profil en entretien. Donc voilà, j'étais vraiment dans la critique et la dévalorisation. Et quelques temps après, en fait, le fait de ne pas être parti au Qatar justement pour le job, ça m'a permis en fait de mettre en place et de développer des projets en France qui aujourd'hui, je me dis non, mais alhamdoulilah, heureusement que je ne suis pas parti et que j'ai développé mes projets. Parce que sinon, je suis davantage heureux d'avoir fait ce que j'ai fait plutôt que si j'étais parti au Qatar. Et ça, c'est vraiment une chose aussi que j'ai appris et ça, je ne m'en rendais pas compte en fait. Je m'en suis rendu compte que lorsque je me suis formé en PNL, où j'ai commencé justement à faire ce travail-là, parce qu'il y a un protocole en PNL où on fait un retour vers le passé, sur des événements sur le passé. Et j'avais fait un vrai travail et j'avais listé, en fait, j'avais travaillé et j'avais listé tous les bénéfices que j'avais à ne pas avoir réussi cet entretien, ou en tout cas ne pas avoir réussi à démontrer mes compétences pour être bien payé, pour avoir une bonne rémunération, parce que c'était le point de discorde. Et ça, en fait, la PNL m'a appris à le développer, à identifier le cadeau caché, le point positif dans tout ce qui m'arrive. L'autre élément, c'est la plainte et la victimisation. Ça rejoint un petit peu l'élément avant. C'est au lieu de se dire, OK, je me plains, les choses ne marchent pas, je n'ai pas suffisamment de compétences, j'ai pas suffisamment… être bien au contraire dans un mode de puissance, de créativité, d'intelligence. C'est un petit peu le pourquoi est-ce que ça m'arrive à comment est-ce que ça m'arrive. C'est un petit peu le même principe. Et tout ça, en fait, grâce à la PNL, on enlève des automatismes destructeurs pour justement développer des automatismes constructifs. Passer de la perte au gain. Étant donné que je suis dans un mode réactif, en fait, j'ai des comportements qui vont venir me faire échouer. Alors qu'à l'inverse, quand je travaille sur moi, j'identifie effectivement mes leviers de développement, mes leviers de croissance. Quand je me dis, OK, il y a forcément un cadeau caché, il y a forcément quelque chose de positif. Comment est-ce que je peux transformer l'événement qui m'arrive, qui est difficile, en événement positif et constructif? Et en fait, je crée du gain dans ma vie. Donc, les formations PNL, les formations qu'on propose, mais aussi en général, un petit peu partout, la PNL, en fait, elle permet de gérer ses émotions et surtout de les identifier. Identifier pourquoi est-ce que j'ai de la colère, pourquoi est-ce que j'ai de la tristesse, pourquoi est-ce que j'ai de la joie. Moi, j'aime bien dire, en fait, en PNL, que les émotions, c'est un petit peu comme les différents voyants que nous avons dans le tableau de bord d'une voiture. D'accord ? Quand il y a le voyant rouge qui s'allume, c'est qu'il y a un vrai problème dans le moteur. Quand il y a le voyant vert, c'est que tout se passe bien. Et en fait, les émotions sont des voyants qui existent. Ce sont des voyants que j'ai et que j'identifie. Et lorsque j'identifie, j'ai une bonne information que je peux justement venir transformer à travers un comportement. Comment est-ce que j'utilise ces émotions-là? Comment est-ce que je les mets à mon service? Comment est-ce que je transforme le rapport de mon cerveau pour justement qu'il puisse me servir par rapport à la vie qui m'inspire et par rapport aux objectifs que je veux atteindre? Comment est-ce que j'améliore mes relations avec moi-même et avec les autres? Comment est-ce que je peux améliorer mes relations avec moi-même et avec les autres? Comment est-ce que je peux apprendre à écouter, comprendre les autres? Donc, je ne suis plus dans un rapport de confrontation, de fuite ou d'attaque, mais bien au contraire, j'essaie de comprendre le point de vue de l'autre et à avancer. Comment est-ce que j'apprends à écouter apprendre à s'écouter, apprendre à m'écouter moi-même, identifier mes valeurs, ce qui est important pour moi profondément pour justement ne plus être dans un job qui ne me plaît pas, qui ne répond pas à mes valeurs, dans une activité qui ne répond pas à mes valeurs, mais bien au contraire, être dans des activités qui répondent à mes valeurs, ce qui est important pour moi. Moi, je prends mon cas. Et pourquoi est-ce que je reste dans le domaine de la formation et de l'accompagnement? Parce que moi, j'ai une valeur de progrès et de croissance qui est hyper importante. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, j'ai besoin de grandir avec les personnes que j'accompagne et j'ai besoin également de les voir grandir. Si je prends et ce n'est pas du tout un principe de dévalorisation, hein, je parle vraiment de moi, mais pas en faire du commerce, acheter un bien d'un endroit et le vendre dans un autre endroit, on crée de la valeur justement puisqu'on rapporte, on crée une connexion, mais chez moi, je n'ai pas de croissance humaine et personnelle. Et chez moi, la valeur de croissance humaine et personnelle est super importante. Et c'est pour ça que je fais le métier que je fais justement, parce que j'aime partager, j'aime apprendre. Moi, je vais vous faire une confidence. Ce que j'aime dans le domaine de la formation, c'est que j'en apprends autant des personnes que je forme qu'ils apprennent de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, former,
c'est apprendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est dans une formation, on est dans un rapport de co-construction et de développement. Et justement, ce qui se passe, c'est que je me donne tellement à fond dans mes formations, j'essaie d'apporter un maximum de valeur parce que je sais que plus j'apporte de la valeur, plus je reçois en retour et plus nous progressons tous ensemble. Et c'est en faisant progresser les autres que je progresse aussi. Et ça, c'est parce que j'en ai pris conscience. J'ai cette valeur de croissance qui est hyper importante pour moi. Et je ne suis pas en train de les mettre en opposition avec le commerce, hein, mais c'est juste que chacun, par rapport à ses aspirations, a des approches qui sont complètement différentes et des leviers qui sont différents. Et donc, comme j'ai pris le temps d'écouter mes valeurs, effectivement, demain, je fais du commerce, je vais peut-être gagner beaucoup plus d'argent, certes, mais ce n'est pas en phase avec mes valeurs. Donc, je préfère avoir une activité qui est en phase avec mes valeurs et dans laquelle je sens que je progresse, avec laquelle je suis heureux et qui me permet de me développer. Et enfin, développer des soft skills que l'on n'apprend pas à l'école, la PNL, comme apprendre à s'écouter, apprendre à partager, apprendre à comprendre, apprendre à apprendre. Ça aussi, ce sont des compétences qu'on apprend en PNL, justement, et malheureusement que nous n'apprenons pas à l'école. Moi, une chose qui m'avait marqué quand j'ai fait ma formation à Paris et à Lyon, c'est qu'on se disait très souvent, mais c'est dommage que la PNL n'est pas dispensée à l'école, parce que je pense que les enfants et les grands-enfants aussi gagneraient beaucoup à faire de la PNL parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de leviers, de modes de fonctionnement, de mécanismes, apprendre à s'écouter, savoir qui on est, plutôt que de choisir des chemins. Faut obtenir ton bac, il faut faire des études, droit, médecine, école de commerce, école d'ingénieur, etc. C'est très bien tout ça, mais je pense qu'on gagnerait en puissance si on apprenait à s'écouter. Et c'est des soft skills que l'on développe à l'école. L'école est très bien dans ce qu'elle fait. La PNL viendra en fait rajouter un petit peu la cerise sur le gâteau, venir apporter des éléments supplémentaires aux jeunes. Et c'est un petit peu l'ambition et le projet que j'ai et que je porte. C'est justement apporter la PNL aux jeunes. Et quand je dis aux jeunes, c'est de 7 à 77 ans, pour reprendre l'expression de Tintin. C'est vraiment de donner cette envie de tout le temps progresser à un maximum de personnes et apprendre justement à s'écouter, puisque c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris à l'école et que la PNL nous permet de faire. Maintenant, si je prends mon cas personnel, c'est un petit peu justement les exemples, M. Chalaji, dont on a parlé tout à l'heure. Moi, à titre personnel, c'est que en fait, la PNL, justement, moi, j'étais dans un cursus un petit peu classique. J'étais au Maroc, j'ai obtenu mon bac, je suis parti en France, j'ai fait mes études, j'ai trouvé un boulot. Bref, j'étais dans un cursus un petit peu classique où il fallait justement voilà, faire les choses par étapes. Ensuite, tu te maries, tu achètes une maison, tu fais des enfants, etc. Et c'est très bien comme modèle, je ne remets pas en question. Mais moi, ce que la PNL m'a appris, et ça justement, en fait, je suis allé faire de la PNL parce que j'ai aussi eu des phases dans ma vie qui étaient un petit peu compliquées. En fait, la PNL m'a vraiment appris à clarifier mes objectifs, à savoir qu'est-ce qui était important pour moi, à poser justement une intention, un objectif clair en face de moi pour pouvoir mettre en place des actions qui vont m'aider étape par étape à les atteindre et ne plus être dans une sorte de suite logique des choses que la société veut m'imposer, que l'entourage veut m'imposer. Et aujourd'hui, le fait d'être au Maroc, de vouloir apporter la PNL au Maroc est un de mes objectifs. Moi, j'ai pu voir la puissance de la PNL quand j'étais en France. J'ai pu voir les transformations que ça a pu faire dans les entreprises, chez les particuliers qui se sont formés ou qui ont été accompagnés grâce à la PNL. Et un de mes objectifs à titre personnel, c'est de partager tout ce que j'ai appris en France et l'apporter pour donner un maximum de valeur à mon pays, au Maroc, et Inch'Allah, permettre à un maximum ensuite de le diffuser par la suite. Ce que ça m'a permis, c'est de gagner en confiance en moi et de l'assurance personnelle. Bon, effectivement, j'étais jeune. Alors moi, j'ai 35 ans. J'ai commencé à faire de la formation en prépa. J'avais 22 ans. Je me suis formé en PNL à 29 ans, en 2017. Ouais, c'était juste un petit peu avant mes 30 ans. J'étais maître praticien en PNL en 2018 et j'ai commencé à former en fait dès 2018. Je me suis tellement impliqué que quelques mois après avoir été maître praticien, l'organisme de formation à Paris et à Lyon m'a proposé de former et de mettre en place des ateliers. Et tout ça, en fait, la PNL m'a permis de prendre conscience de mes capacités, de l'apport que je pouvais donner, des choses que je pouvais donner aux gens, de la valeur ajoutée que je pouvais leur apporter. Et donc, ça m'a permis de développer mon assurance que lorsque je suis en face d'un parterre de personnes, que ce soit des PDG d'entreprise, des membres de COMEX, du CAC 40, par exemple, si je prends le cas en France, ou bien des équipes commerciales d'une entreprise d'immobilier, et ben en fait, je ne suis pas impressionné, je n'ai plus cette appréhension qu'il peut y avoir. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que moi, je vais leur apporter des choses qu'ils ne savent pas, eux, ils vont m'apporter des choses, et qu'en réalité, chacun tient un rôle particulier. Le PDG a son rôle, mais le PDG, sans son équipe commerciale du terrain, n'arrivera pas à faire grand-chose. Et de la même manière, l'équipe commerciale sur le terrain, si elle n'a pas son PDG qui donne une vision, une stratégie, elle ne pourra pas avancer. Et qu'en réalité, la personne que j'ai en face de moi, c'est tout simplement un individu qui a une position hiérarchique juste peut-être dans la pyramide de l'entreprise,
mais que la réalité, c'est que c'est un rouage de l'entreprise, exactement comme moi dans la mienne, l'équipe commerciale dans la sienne, et peu importe. Et donc, ça a complètement transformé mon rapport aux autres, où justement, comme j'arrive à développer un rapport d'égal à égal avec les individus, je peux parler, il y a un mois, c'était début mai, non, pardon, c'était début mars, pardon, c'était début mars. J'étais à Paris justement pour une entreprise d'immobilier, c'est pour ça que je prends l'exemple, où j'ai à la fois accompagné les deux dirigeants de l'entreprise et j'ai accompagné leur équipe commerciale. Et de la même manière, je me comportais avec eux de la même manière. C'était tous les deux mes clients, c'était tous les deux que j'accompagnais, mais sans justement une appréhension en me disant, OK, bon, il faut que je fasse attention peut-être avec les deux patrons de la boîte versus les commerciaux parce que c'est eux qui prennent commande, donc ils sont intéressés. Non, moi, mon objectif, c'était de satisfaire à la fois les dirigeants de l'entreprise, mais aussi de satisfaire l'équipe commerciale. Parce que l'équipe commerciale, si elle n'est pas satisfaite, même si elle n'a pas un rôle aussi pesant, ben, elle va faire remonter l'information et je risque justement de ne pas renouveler le contrat. Et de la même manière avec les patrons de la boîte. Et donc, ça, c'est vraiment une chose que la PNL m'a permis de faire, c'est de prendre conscience de la valeur que je peux apporter aux individus et justement mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment une confiance que j'ai pu développer en moi, en mes capacités pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets et proposer de nouvelles choses. Donc, je n'ai plus peur d'avancer. Alors, j'ai toujours des craintes, j'ai toujours un petit peu peur, mais j'arrive à surmonter cette peur-là beaucoup plus facilement. Entreprendre ma vie. Ça, c'est un petit peu le principe dont je vous parlais tout à l'heure. C'était justement, je ne suis plus en train de suivre un chemin qui est tout tracé, mais bien au contraire, je décide de choisir la vie que je veux avoir. Et ça, moi, je le dis très souvent. L'entrepreneuriat est un petit peu à la mode en ce moment. Tout le monde a envie d'entreprendre, tout le monde a envie de monter sa start-up, tout le monde a envie d'être chef d'entreprise. C'est très bien, c'est OK. Maintenant, on peut aussi entreprendre sa vie en étant salarié. Et ça, moi, j'aime bien le dire aux gens. On peut entreprendre sa carrière. On peut entreprendre tout en étant salarié. On peut mettre en place des choses qui vont me permettre de progresser étape par étape. Entreprendre, ça veut tout simplement dire prendre en main. Et prendre en main, c'est se développer étape par étape. Et moi, ça m'a permis justement d'entreprendre ma vie, d'avoir conscience de ce que je veux atteindre comme objectif et de mettre en place les bonnes actions. Ça m'a permis aussi de mieux gérer mes émotions et ne pas me laisser déborder. Pourquoi? Bon, bref, j'ai eu quelques aléas de la vie, on va dire, où mon référentiel familial a été un petit peu déstabilisé et je suis devenu très colérique. C'était entre 2010 et 2012. Donc, bien avant que je me forme en PNL, j'étais quelqu'un de très colérique. J'étais quelqu'un de très sympa, très calme, mais le moindre petit élément qui venait justement perturber ma façon de voir les choses, et je montais en flèche comme pas possible. Et tout simplement pourquoi? Parce que je n'avais pas mis l'intention et la compréhension sur mes valeurs. Et lorsque je me laissais déborder par la colère, je pouvais être destructeur, c'est-à-dire que je ne prenais plus en compte les conséquences de mes actes, les conséquences, alors pas de mes actes, mais de mes propos, de mes mots, et je pouvais tout laisser tomber. Et ça, grâce à la PNL, j'ai pu comprendre et mettre l'accent dessus. Il y avait des valeurs de reconnaissance dont j'avais besoin, j'avais des valeurs de respect, j'avais de la susceptibilité. Et la PNL m'a permis justement d'aller identifier tout ça et de pouvoir les transformer. Aujourd'hui, lorsqu'une situation ne me convient pas, au lieu de surréagir, je me dis, OK, qu'est-ce que ça ne respecte pas chez moi? Comment est-ce que je peux changer les choses? Avoir conscience de ma valeur et de l'estime de moi-même, c'est un petit peu le même lien qu'avec la confiance en soi. C'était que maintenant, j'ai pu détecter, mettre en place et mettre au jour toute la valeur que j'apporte dans le cadre professionnel. Ça m'a permis justement de travailler sur l'estime de moi-même et de pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Ça m'a permis aussi d'améliorer ma relation aux autres et apprendre à communiquer avec soi-même et avec mon entourage. Tout simplement pourquoi? Parce que, alors, très souvent dans les débats, maintenant j'arrive à recentrer les débats beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que quand je discute avec quelqu'un, on est dans un débat et qui fait une supposition, il me dit oui, donc tu veux me dire ça? J'ai fait non, non, mon cher ami, ça c'est ce que tu comprends. Mais la réalité, ce n'est pas mon message. Voici le message que je veux réellement te faire passer. Et donc, aujourd'hui, j'ai des rapports et une manière de communiquer avec les gens qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus plate et moins dans le conflit, et bien au contraire, avec une vision toujours de progresser. Me préparer mentalement plus facilement aux échéances. Ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la prise de parole en public. Par exemple, il y a des protocoles de préparation mentale en PNL que j'applique quand je fais face à des échéances, quand c'est des rendez-vous commerciaux, quand c'est de la prise de parole en public, quand je dois animer une formation, je me prépare mentalement à travers un protocole différentes étapes qui me permettent justement d'avancer sereinement. Et enfin, de clarifier mes valeurs et mes importants. Ça, je ne cesse de le répéter. C'est vraiment une chose qui est vraiment importante et que la PNL m'a permis de faire. Maintenant, si vous êtes intéressé si la PNL vous intéresse, si vous êtes intéressé par progresser un petit peu plus,
par vous développer. Ce week-end, Inch'Allah, on a programmé une formation base PNL, justement pour aller creuser tous ces tenants et ces aboutissants dont on vient de parler, ces principes de la PNL. On va aller creuser davantage et mettre en pratique. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir juste un aspect théorique, il y a un aspect théorique et pratique. C'est-à-dire qu'on va voir les principes fondamentaux de la PNL, on va voir des protocoles de PNL et vous allez les mettre en pratique dans la vie courante, dans des situations réelles, dans des cas réels, justement pour voir le avant-après. Quand je mets en place ces éléments-là, qu'est-ce que ça vient transformer? Qu'est-ce que je viens changer? Quel est le rapport que je viens rajouter? Quelle est la valeur ajoutée que je viens de créer et qui vient en fait complètement transformer mon rapport aux choses? On va aller beaucoup plus loin sur les 4 grands piliers de la PNL dont nous avons parlé tout à l'heure. Situation, réception, capacité, ressources, relations, communication, mais également les stratégies d'apprentissage. Ça, on va aller vraiment creuser là-dessus et on va aller voir des cas réels que vous vivez dans la vie de tous les jours et voir comment est-ce que vous vous comportez. On va voir aussi un des principes qui est l'objectif en 5 points. Alors, il y a en coaching, on parle très souvent d'un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. En PNL, on parle d'un objectif en 5 points. On va aller justement identifier un objectif que vous avez et on va aller voir en fait toutes les parties prenantes et tous les éléments qui peuvent justement avoir de la valeur à travers la réalisation de cet objectif. Donc, je ne suis plus en train de voir mon objectif en mode à telle date, il faut que j'ai réalisé tel événement. Non, c'est l'objectif que je vais atteindre. Qu'est-ce qui va venir nourrir chez moi comme valeur, comme important? Qu'est-ce qui va venir nourrir chez les personnes de mon entourage, les personnes qui sont importantes chez moi? Quelle est l'énergie que je dois déployer? Et ça, ce sont des éléments qu'on va aller creuser et identifier pour qu'on puisse fixer un objectif et pouvoir mettre de la puissance dans cet objectif en prenant en compte différents critères et différents angles de vue. On va faire un protocole de préparation mentale. Le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de se préparer mentalement face à une échéance, quelle qu'elle soit. Il y a effectivement des étapes. Comment est-ce que je gère mon énergie? D'où vient mon énergie? Quand je suis dans une énergie haute, une énergie basse, comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que je peux venir les transformer? Quand c'est une émotion qui me porte atteinte, comment est-ce que je peux venir la transformer en émotion positive et à me développer? La technique de l'auto-ancrage. La technique d'auto-ancrage, c'est le fait de créer un ancrage. En fait, un ancrage, c'est un marquage cérébral. C'est en fait une méthode qui me permet à un moment donné de pouvoir avoir un comportement, une attitude, une vision qui me met dans une énergie haute. Moi, par exemple, la première fois que je l'ai fait, moi, je monte énormément en énergie quand je fais du sport. Quand je fais du sport, c'est principalement la course à pied. Quand je cours, j'ai effectivement une énergie incroyable. Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, j'habite à Darboisa, à Casablanca. Et il y a un moment, une sorte de virage pas loin de ma résidence. Et en fait, au début, je commence à courir tout doucement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand je prends ce virage-là, j'aime bien le prendre un petit peu à la manière d'une course sprint. En fait, quand je le prends, en fait, c'est là, exactement à ce moment-là, où j'augmente le rythme et je me mets justement à courir avec un rythme beaucoup plus élevé et qui me permet de tenir sur la durée. Et c'est ce rythme-là que j'élève qui me met dans un état interne et dans une énergie interne, une sorte de puissance interne qui me permet de lever la tête et de courir vers mon objectif. Et ça, c'est une technique, moi, que j'avais ancrée quand je me suis formé. La technique d'auto-ancrage, c'est justement pouvoir ressentir à travers, alors chez moi, c'était le point, à travers une technique d'auto-ancrage, comment est-ce que je peux ressentir cette émotion qui est au moment où je prends le virage pour justement gagner en puissance et être beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment juste avant une échéance. Parce que l'effet que j'ai est assez incroyable. Et ça, en fait, bon, je le fais à Darboisa aujourd'hui, mais à l'époque, quand je me suis formé à la PNL, je le faisais au niveau du Champ de Mars. Moi, j'habitais pas loin de la Tour Eiffel. Et en fait, je descendais les escaliers du Trocadéro. Et quand je voulais prendre le Champ de Mars, il y avait un virage en course à pied avant de rentrer dans le Champ de Mars et que je prenais à la manière d'une course. Et je me rappelle très bien quand je me suis formé, c'est exactement ce virage-là que j'avais pris en question au niveau du Champ de Mars. Et aujourd'hui, c'est un virage que je me prends, mais à Darboisa, à côté de chez moi. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas la même vue, mais le principe fondateur est exactement le même. On va voir aussi les caractéristiques d'une bonne communication. Comment est-ce que je peux justement de passer d'un nœud relationnel à une boucle relationnelle? Comment est-ce que je peux développer un bon rapport avec l'autre? Comment est-ce que je peux le mettre en confiance beaucoup plus facilement? Ça, c'est vraiment un élément qu'on va travailler pendant la formation base PNL. Et enfin, on va apprendre à transformer ses relations et identifier ses rêves. Il y a tout un protocole que j'aime bien faire un petit peu dans tous les ateliers, qui est de visualiser sa vie à 5 ans, 3 ans, 5 ans, 2 ans et 1 an. Ouais, c'est ça, 5 ans, 2 ans et 1 an. D'abord en travaillant sur sa vision à 5 ans, sa vision à 2 ans et sa vision à 1 an. Parce qu'en réalité, je peux construire ma vision à 5 ans que si j'ai bien construit ma vision à 2 ans, et je peux construire bien ma vision à 2 ans que si j'ai bien construit ma vision à 1 an. Et donc, on fait ce travail-là. Il y a tout un protocole hypnotique
un accompagnement hypnotique qui vous permet justement de vous connecter à vous-même et d'écrire la vie que vous avez envie d'avoir dans 5 ans. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les formations en PNL et justement le base PNL, c'est une sorte de parenthèse enchantée dans laquelle je prends le temps d'identifier mes aspirations personnelles pour, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel, ce qui est fictif, il ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent et le futur, et bien en fait, ça me permet de visualiser une chose que j'ai envie d'atteindre et je me donne le droit de tout faire. Et juste avec ce travail-là de développement, moi, je me rappelle, je l'avais fait en 2017. Là, nous sommes en 2022, c'est-à-dire évidemment 5 ans. En début d'année, le 1er janvier, j'ai ressorti mes papiers que j'avais écrits à l'époque sur ma vision à 5 ans et je suis en pleine phase de ce que j'avais dit il y a 5 ans. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était être entrepreneur à mon compte au Maroc, avec plein d'autres détails. Bon, je ne vais pas tout vous révéler ici, avec énormément de détails sur ce que j'ai envie, vraiment de la vie que je veux avoir, et je suis justement en train de la réaliser. Et par rapport à ce principe-là, que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel, le fictif, le passé, le présent et le futur, un exemple tout simple. Pensez à un élément sympathique que vous avez vécu et vous allez être dans une émotion positive. Pensez à un événement négatif qui vous est arrivé et ça va vous mettre dans une émotion négative. Parfois, on a quelque chose que nous avons vécu qui n'était pas terrible. Rien que le fait d'y penser, je suis triste. Et pourtant, à l'heure actuelle, je ne le vis plus. Si j'ai vécu un échec, par exemple, et à chaque fois ou une dispute ou peu importe, je me connecte à cette dispute-là, j'y repense, ça m'énerve. Et je me dis, je n'ai pas envie d'y penser parce que ça m'énerve. Ouais, mais tu sais, est-ce que tu as conscience, mon cher ami, qu'à l'heure où tu le dis, la chose, elle est complètement passée? Oui, mais ça m'énerve quand même. Pourquoi? Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Et le travail d'identifier ces rêves, c'est vraiment venir faire un hack sur le cerveau, venir le piéger. Alors, pas le piéger dans le sens premier du terme, mais le piéger justement à aller identifier ce qu'il veut réellement atteindre comme objectif pour qu'il puisse aller vers cet objectif-là. Et c'est le principe d'identifier ses rêves. Donc, la formation, ce sera ce week-end, Inch'Allah, vendredi, samedi et dimanche. C'est sur Zoom, ça sera également enregistré. C'est-à-dire que si jamais vous ratez un moment, vous avez décroché ou peu importe, ou que vous n'êtes pas disponible une matinée, comme c'est enregistré, vous allez pouvoir le revoir par la suite. Donc, vous aurez accès à la formation en vidéo par la suite pendant 1 mois et demi, non, pendant 2 mois exactement. Voilà, c'était ce qu'on avait mis. Parce qu'en fait, on applique les mêmes principes que nos organismes partenaires en France. La formation est disponible pendant 2 mois, donc vous avez le temps de la voir et de la revoir pour bien, vous imprégner, et 2, si jamais vous avez raté un élément ou quoi que ce soit, de pouvoir le faire et de le refaire, et aussi de pouvoir répéter les différents objectifs et maîtriser totalement les principes. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, la formation est terminée. En tout cas, je suis ravi de l'avoir fait. Enfin, la formation, le webinaire est terminé. Alors, au début, j'avais tablé sur une petite heure. On est à peu près à 1h30. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, donc c'est génial. Oula. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous avez envie que je revienne ou quoi que ce soit? Chers amis, est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr, docteur Chaladi, je vous en prie. Sincèrement, moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment très, très bien. C'était une excellente présentation. Il n'y a pas d'interruption. Nos amis, personne n'a intervenu parce que je crois que c'est facile. C'est comme de l'eau de roche. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, je veux uniquement intervenir par une question. Comme tu sais très bien que la nature humaine, est une machine très compliquée, complexe, et que nous, parfois, on est à l'aise dans notre... on trouve un confort dans nos habitudes, on est à l'aise dans notre style. Et parfois, moi, je trouvais que le mot comportement est revenu plusieurs fois dans ton discours, dans ton exposé. Et le changement de comportement, il engendre automatiquement chez l'être humain une résistance. Il y a la résistance au tout changement, quel que soit le changement. Ce qu'on veut changer, il y a cette nature humaine dans laquelle est ancrée. Est-ce que les concepts, les outils que vous utilisez dans la PLN, est-ce qu'il y a une certaine synergie qui peut agir pour rompre, pour casser cette résistance naturelle, moi je trouve normale en quelque sorte, malgré que c'est la cause qui entrave toute démarche de
d'amélioration dans notre vie quotidienne, dans nos business, dans notre famille, etc., etc. Voilà, c'est ma question. Super, merci. Merci. C'est une excellente question en fait, que vous venez de poser, qui est justement l'accompagnement au changement, la conduite du changement que l'on fait dans les cabinets de conseil et que l'on peut effectivement appliquer aussi au sein de notre vie. En fait, et c'est un des principes, ça c'est une question aussi qui m'était revenue aussi en formation, j'avais une candidate qui m'a dit, moi en fait, ce que j'aime, c'est avoir raison. Et justement, avoir raison, elle me dit, quelle que soit la discussion que j'ai avec les gens, j'aime bien avoir raison. Et là, je lui ai posé la question, c'est est-ce que tu préfères avoir raison ou tu préfères grandir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de vouloir absolument avoir raison, c'est de rester attaché à sa situation, être bloqué dans sa zone de confort et de se dire, moi, ce que je veux, c'est absolument imposer mon point de vue. Alors que grandir, c'est remettre en question ce que je vis, remettre en question ma vision des choses, remettre en question mes arguments, puisque j'ai conscience que la réalité, elle peut être différente et que je peux progresser en échangeant, en partageant avec la personne pour grandir. Maintenant, quand vous me dites, donc évidemment, elle m'a répondu directement, non, mais moi, ce que je veux, c'est grandir. Donc, je lui dis, si tu as envie de grandir, il ne faut pas que tu cherches tout le temps à avoir raison. Parce que personne ne détient la vérité absolue, déjà de 1, et personne ne la détient tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième principe. Et en fait, quand je lui ai dit ça, elle a vraiment pris conscience d'une chose. C'est que quand on a envie de changer de comportement, il y a effectivement une résistance au changement. Pourquoi? Parce que, en fait, le changement de comportement nous fait sortir de notre zone de confort et c'est justement où on passe par les étapes de inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent, puis inconsciemment compétent. Et en fait, ce qu'il faut, quand on a un principe quand on a une conduite du changement à apporter, quand on a justement de la résistance, c'est aller remettre le focus sur le pourquoi est-ce que je fais les choses. Quelles sont les valeurs que je viens nourrir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Par exemple, si je prends un truc tout bête, mais qu'on a réussi à transformer avec un protocole, bon, c'est au niveau technicien PNL, qui est le recadrage en 6 points. Arrêter de fumer. Là, pour le coup, il y a une addiction qui est physique. Sauf que quand on va mettre le focus sur pourquoi est-ce que je fume? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez les personnes autour de moi que j'arrête de fumer? Quels sont les bénéfices que ça va en tirer? Quels sont les comportements que je peux mettre en place qui vont m'apporter la même satisfaction, mais qui vont être de nature à m'aider à progresser? Je te donne un cas, par exemple, les gens qui fument. Les gens qui fument, il y a effectivement, l'addiction physique, ça c'est une réalité, l'addiction à la nicotine, mais il y a aussi une addiction psychologique qui pour eux est en fait, par exemple, la pause cigarette, c'est une pause, c'est un moment où ils peuvent s'arrêter avant de reprendre, c'est un moment de convivialité, c'est une habitude, parfois ils n'en ont même pas envie, mais parce qu'ils ont cette habitude-là, ils le font. Et en fait, ce qu'il faut, en PNL, qu'est-ce qu'on fait? On va aller identifier les comportements sous-jacents et les besoins sous-jacents. Donc, au-delà d'avoir une addiction à la cigarette, par exemple, on va aller identifier qu'est-ce que cette cigarette vient nourrir chez moi. Alors, il y a bien sûr le besoin de l'addiction, mais très souvent, et ça a été démontré à plusieurs niveaux, c'est que l'addiction physique, en fait, elle peut passer assez rapidement. Au bout d'une semaine, l'addiction physique n'est plus la même, mais il est beaucoup plus difficile de se détacher de l'addiction psychologique. Mais exactement comme c'est psychologique, c'est parce que nous avons des connexions neuronales, des façons de voir les choses. En fait, en PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller identifier ce que ça vient nourrir chez moi, qu'est-ce que ça a comme valeur importante pour justement transformer mon comportement. J'aime bien prendre le cas aussi d'un joueur de tennis que tout le monde connaît, Roger Federer. Roger Federer, c'est le tennisman qui a gagné tous les tournois du Grand Chelem, bref, un grand champion, peut-être le plus grand champion de l'histoire. À un moment, il n'était pas aussi assidu dans ses entraînements. Il n'était plus autant assidu dans son exercice. Et donc, il commençait à perdre des matchs et il commençait à diminuer. C'était, je crois, en 2019 ou 2018. 2018-2019. Et alors, c'est quelqu'un qui a tout gagné. Donc, pour aller se remotiver, c'est quand même compliqué. Il y a une résistance pour le coup à se remotiver. Pourquoi se remotiver? Puisque j'ai déjà tout gagné. Donc, c'est vraiment compliqué en fait. D'autant que c'est quelqu'un qui a vraiment tout réussi. Et bien en fait, ils ont fait un travail. Il s'est fait accompagner par un coach. Et ils ont fait un travail sous-jacent où ils sont allés identifier les valeurs. Et ce qui lui a permis de regagner de la puissance, c'est tout simplement ses enfants. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, et ce qu'il a mis au jour, c'est qu'il voulait que ses enfants le voient gagner et être au top au tennis, non pas sur des vidéos qu'ils vont voir plus tard,
mais sur le fait de vivre le moment en réalité, en réel avec lui. C'est-à-dire, ils veulent voir, ils voulaient que ses enfants le voient gagner des tournois. Et rien que le fait d'avoir mis à jour cette valeur-là qui était hyper importante, bah, ça l'a complètement boosté, ça l'a complètement motivé et il s'est complètement transformé. C'est-à-dire que la rigueur qu'il avait dans ses entraînements, la rigueur qu'il avait dans son alimentation, s'est transformée du jour au lendemain, ce qu'on appelle parfois un déclic, mais la réalité, c'est que ce n'est pas un déclic, c'est juste un focus sur ses valeurs, qui est venu transformer complètement son rapport aux choses. Et donc, quand on a un objectif et qu'il y a de la résistance au changement, c'est très bien. C'est OK. Le fait déjà d'avoir de reconnaître que je suis en train de résister à ce changement-là ou que je ne mets pas en place les bonnes actions, c'est OK. Déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on va accepter ce comportement-là et l'accueillir et le bénir. Et de se dire, OK, si j'ai ce comportement-là, qu'est-ce que ça va nourrir comme valeur? Maintenant, l'objectif que je veux atteindre, pourquoi est-ce qu'il est important pour moi? Qu'est-ce qui va venir nourrir chez moi? Qu'est-ce que ça va me permettre d'accéder de plus grand encore? Et quand on met le focus là-dessus, eh ben, c'est comme ça qu'on peut justement changer. Et l'autre principe, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain, je passe du tout au tout, c'est qu'on va y aller étape par étape. C'est la stratégie des petits pas. Si je reprends le cas de la cigarette, le tout n'est pas de se dire, OK, bah oui, il y a valeur santé, valeur famille, etc., qui est importante. Mais je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Je vais passer d'un paquet par jour à 0 paquet le lendemain. Mais par contre, je vais me mettre dans une démarche de croissance progressiste, de développement croissant, étape par étape, petit pas par petit pas, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et cette conduite du changement, en fait, elle se fait par étapes. Il y a des gens qui, effectivement, à la suite d'un accident, à la suite d'une situation difficile, ils arrivent à se transformer complètement. Et ça, on le voit. Et d'autres qui, effectivement, puisqu'il y a de la résistance, eh ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller étape par étape. On va mettre au jour les valeurs et en quoi c'est important pour moi. Et deuxièmement, je vais mettre en place des actions qui, au lieu de vouloir changer complètement, juste y aller petit à petit et accepter que les choses prennent du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, le temps va passer. Que je prenne le temps ou que je veuille forcer, ça ne sert à rien. Mais je vais y aller petit à petit. Et c'est comme ça qu'on progresse. Est-ce que j'ai répondu à ta question, docteur? Parfait, parfait. Tabarakallah alik. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? C'est Khalid, c'est Mohamed? Alors, c'est Khalid, j'ai vu que vous avez débloqué votre micro, mais je ne sais pas si vous parlez ou pas. Alors là, OK, là, vous l'avez recoupé. Si Mohamed, des questions? Mariam, des questions? Pas de questions, les amis? Non, c'est OK, c'est bon. Super, top. Bah, écoutez, j'ai été ravi de faire ce Zoom avec vous. Plaisir partagé. Webinaire, je prends vraiment du plaisir à le faire. Donc, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi ici. Si jamais vous avez envie de venir participer à la formation Marhaba, n'hésitez pas à nous écrire. On est sur imac.fr. Donc, je vous mets l'adresse du lien. Ça sera vendredi, Inch'Allah, vendredi, samedi, dimanche. Alors, bien sûr, on respecte les horaires de Ramadan, c'est de 9h à 15h. Alors, Mariam, si tu peux mettre le lien, s'il te plaît. C'est de 9h à 15h pendant la journée du vendredi, du samedi et du dimanche. Et ça sera enregistré puisque c'est sur Zoom. Comme ça vous permettra de pouvoir revoir les vidéos si jamais vous avez le moindre besoin, la moindre question. Ce qu'il faut aussi savoir aussi, c'est que oui, étant donné qu'on est dans un processus de progression constante, ce que j'ai mis en place en fait au sein de l'IMAC, et ça vraiment, j'y tiens et c'est vraiment important pour moi, c'est le fait de pouvoir progresser tout le temps. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que parfois on fait un protocole, on fait une formation, on apprend des choses. Et justement, on met en application, on les garde en inconscient et on développe de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Et parfois, on a besoin d'une remise à niveau. On se dit, bah tiens, si seulement je pouvais refaire un travail sur mes valeurs, si je pouvais retravailler sur ma vision, si je pouvais revoir tel protocole. Donc là, étant donné que c'est sur Zoom, vous allez avoir l'enregistrement qui va être disponible pendant 2 mois. Donc là, pour pouvoir le revoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue des 2 mois et même par la suite, c'est que vous avez la possibilité de revenir faire la formation gratuitement pendant 2 ans. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de revenir en formation, que ce soit en présentiel ou en ligne, tout simplement en me disant, voilà, j'ai fait la formation de telle date à telle date, est-ce que je peux revenir dans les 2 ans? Et vous êtes les bienvenus et c'est totalement gratuit. Donc, quand les gens se forment chez nous, ils reviennent, ils ont la possibilité de revenir quand ils veulent. Alors, bien sûr, c'est la même formation, là pour le coup, c'est un base PNL, donc vous aurez l'occasion de revenir à tous les bases PNL
jusqu'en 2024, jusqu'en avril 2024, Inch'Allah, pour pouvoir les faire et les refaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait une formation, on met en place de nouveaux outils, de nouveaux comportements, de nouvelles méthodes qui viennent changer notre réalité. Et parfois, on a besoin de venir faire quelques réglages. Donc, le fait de pouvoir refaire la formation nous permet justement de pouvoir se remettre à niveau, se remettre à jour et de pouvoir avancer encore. Donc, marhaba bikoum, en tout cas, si jamais vous avez envie de vous former avec nous ce week-end. Et sinon, il y a des webinaires qui sont organisés tout le temps. On fait aussi des ateliers. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question. Si Mohamed qui est ici, Filali Shahad, c'est quelqu'un que j'ai eu en formation dans une école d'acting de cinéma pour devenir acteur. Et je crois que tu avais participé aux ateliers de développement personnel, mais aussi à l'atelier de vaincre la peur de l'échec. Je ne me trompe pas. Vaincre la peur de l'échec, exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Super. Je t'écoute. Mariam vous a mis le lien ici, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez la moindre question sur le webinaire, on va également le mettre en ligne sur YouTube, Inch'Allah, et vous envoyer par mail le replay. Alors, si ça vous a plu et si vous êtes satisfait, moi, j'ai juste une petite demande à vous faire, s'il vous plaît. C'est juste, on va vous partager sur le chat un petit questionnaire de satisfaction. Juste pour avoir votre retour, vos remarques, pour que l'on puisse progresser, mettre à jour notre méthode, notre approche, et puis mieux répondre aux besoins des personnes qui viennent assister à nos webinaires par la suite. Donc, voilà, c'est la seule chose que je vous demande en contrepartie. C'est juste de pouvoir remplir le formulaire. Comme ça, on peut progresser de notre côté, s'il vous plaît. Donc, voilà, Mariam vous a mis le lien. Donc, le premier lien, c'est celui de la formation base PNL, et le deuxième, c'est celui du formulaire. D'accord. Donc voilà, bon, c'est une demande, hein, ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, ça nous permettra aussi de progresser de notre côté. Merci. Bon, les amis, si jamais vous n'avez pas de moindre question, je pense qu'il est temps de se quitter. Si Mohamed, merci beaucoup. Si Khalid, merci. Mariam, merci, Mjid. Si Mohamed, bonne continuation. Merci. En tout cas, j'espère vous voir prochainement, Inch'Allah. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez la moindre question, nous sommes disponibles. En tout cas, c'est un plaisir. Plaisir partagé, les amis. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite une agréable soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée. Bye bye.